Radio Pirate. RadioPirate.com. Jerry. Yes. T'es un maniaque de basketball. T'as regardé le match en fin de semaine entre l'université, deux universités quasiment dans la même ville, parce que la ville s'appelle Raleigh-Durham. Donc, habituellement, c'est les Bleu Poudres qui sont là, c'est North Carolina qui sont là, mais là, c'était North Carolina State. Oui, c'est ça, les rouges. Les rouges, avec le gros monsieur. Comment il s'appelle, le gros monsieur? Burns, c'est-tu Burns? Oui, c'est Burns. Ah non, numéro 30. Ah non, arrête. Ah non, 6 pieds 7, 275 livres. C'est incroyable. Ben, premièrement, moi j'ai écouté ça aussi, puis quand je l'ai vu... Il marche, il court pas, là? Ben oui, mais quand je l'ai vu, j'ai dit, lui, c'est quoi qu'il fait là, tu sais? J'ai dit, c'est quoi? C'est pas au football, là. Il n'a pas besoin de joueur de ligne au Finalement, basketball. il est bon. Ben lui, Non. c'est parce qu'il rate presque jamais un lancer. Il y a un doigté Il incroyable. est très, très Non. précis. Ah oui, là, oui. tu comprends que quand ils essayent de le bloquer, ils font juste rebondir sur lui. Là. Donc, c'était... Donc, North, c'était le Final Four. Donc, le match avait lieu à Dallas, dans l'aréna des Stars. Puis, c'est quoi? C'est les Mavericks au basket? Oui. Donc, match entre deux équipes de la même place. Mais un peu comme l'année passée. L'année passée, on avait eu DU, l'Université de Miami, contre l'Université de Florida Atlantic University, qui est à Boca Raton. Donc, Une à côté de quasiment dans l'autre. la même ville. C'est ça, exactement. Et là, tu avais Duke North Carolina State. Et l'autre Duke. équipe, c'était Duke. Duke, qui est Duke. également donc à Raleigh-Durham. C'est ça. Donc. Duke est à Raleigh, je pense. Non, Duke est à Durham, puis North Carolina. L'autre université est à Raleigh. Exact. Mais c'est la ville de Raleigh-Durham. C'est la ville Voilà. des Hurricanes de la Caroline. Donc, c'est cette ville-là qui est en explosion démographique en passant. Endroit très couru. Pour les gens qui aiment le country, ça fait partie d'une place où il y a beaucoup de bonnes équipes de basket. Mais je veux juste te dire que l'événement du week-end, quand même, il faut le souligner. Là. Le match, la fille de l'Iowa, là, la grande aux cheveux noirs, là, la fille de l'Iowa, la game Iowa contre LSU, en fin de semaine. Donc, c'était la game qui était attendue ce week-end de college. Donc, oui, le Final Four des gars, très populaire. J'en avais rien. Ça. Mais excusez-moi, là. 12,3 millions de téléspectateurs pour un match de basketball féminin collégial entre Iowa et LSU. Elle, c'est une méga star. Hein? Tu sais, je veux dire, ça, là, c'est plus de monde que la finale de la NBA en 2023. C'est plus de monde que la World Series de 2023. C'est plus de monde que ceux qui ont regardé l'Orange Bowl cette année en 2023. C'est plus de monde qui ont regardé le fameux match de football du Big Ten Championship de 2023. C'est plus de monde également que le Cotton Bowl. C'est plus de monde que le Pac-12 Championship, que le Big 12 Championship, que le ACC Championship, que le Peach Bowl et que le Thursday Night Football. Et c'est plus de monde que n'importe quel game de college américain de cette année, sauf le match entre Ohio State et Michigan. Excusez-moi, là. Il y a un gros happening sur le basketball. Puis on a un pirate, on a mon chum Yves Hébert, que sa fille est impliquée, puis qu'on peut voir, je pense, à TSN, ou qu'on peut entendre. Lui, il est très, 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 parce que sa fille a joué, donc très basket collégial féminin. C'était crazy en fin de semaine. C'est des chiffres incroyables. 12,3 millions. C'est probablement le next. Tu sais, la WNBA n'a pas encore réussi à trouver sa place. C'est vrai. S'il y a un des sports qui risque de... Tu sais, c'est tough pour le golf féminin, bien tough pour eux autres. Le tennis féminin a une belle crowd. C'est aussi populaire que les hommes. Je me demande si ça ne l'est pas plus. Mais on parlait du hockey. Là, on parlait du hockey avec les filles qui connaissent du succès à Montréal, puis dans, je pense, Toronto. Donc, où ça se passe, une ligue, une nouvelle ligue, où ça va très, très, très bien. Oui, ils ont des bonnes foules. Mais je pense que le prochain buzz de sport pour les filles, il est là. C'est déjà fait, là. C'est déjà commencé. Donc, bel avenir pour le WNBA.
bel avenir pour le college. 12,3 millions de viewers en fin de semaine pour le match entre LSU et Iowa. Donc, Iowa qui a gagné en passant. Donc, si vous voulez suivre ces chiffres-là, c'est Joe Pompliano qui a toujours ces chiffres-là. Pompliano, il est très, très bon, Pompliano. Il est extraordinaire. Mais tu sais, le basketball, là, c'est... Tu sais, s'il y en a qui se demandent, ouais, mais le March Madness, je ne suis pas sûr que c'est tant écouté au Québec, là. Mais c'est tout un tournoi. Puis l'attrait de ce tournoi-là, c'est que chacune des games, c'est comme un match crucial. Parce que c'est à élimination directe. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, tu ne peux pas jouer 2 games au March Madness. Tu ne peux pas perdre 2 games. Là. Tu ne peux pas perdre du tout, en fait. Fait que c'est l'équipe qui arrive. Est-ce que je peux rajouter aussi la longueur des games? Ben oui, c'est plutôt d'être 4-15 minutes, c'est 2-20 minutes. C'est ça. Donc, c'est bing bang. D'accord, cette game-là, j'ai écouté la game en fin de semaine entre North Carolina State et c'est drôle parce que c'était écœurant. Parce que tu as les filles, parce qu'il reste 4 équipes de gars et 4 équipes de filles présentement. OK? Mais quand tu regardes dans les gars et les filles, tu regardes UConn. OK, c'était pas le Final Four en fin de semaine. Non, c'était le Sweet 16. Non, la grosse fin de semaine arrive. Non, c'est les 8. C'était l'équipe, puis c'était le 8. OK, c'est le 8. Attends, il y a un autre terme pour le 8. Il y a un autre terme pour le 8. C'est l'Elite 8. Elite 8, c'est ça. Là, il reste 4 équipes. Filles, 4 équipes, gars. Mais dans les 4 équipes, filles et gars, tu as la même université. Tu as UConn des 2 bords, puis tu as North Carolina State des 2 bords. Oh! Capoté, là. Quand tu dis que on peut avoir, c'est une possibilité, que le grand gagnant gars soit la même université que le grand gagnant fille. Capoté, là. Très on s'entend-tu que c'est du super basket, là. Il se gage énormément de cash pendant ces fins de semaine-là. Ah oui, moi aussi, je gage. Ben là, moi, j'ai gagé. J'ai gagé que le gros 30 allait gagner au complet. Là. Oui. OK. Là, j'ai gagé qu'il allait gagner le tournoi. J'ai gagé maintenant. C'est ce gars-là. Oh, oui, ça... Moi, je ne sais pas s'il est repêché parce qu'il a 23 ans. Il doit être repêché, hein? Non? J'imagine qu'à 23 ans, là... Écoute, je regarde ça en fin de... Je trouve ça bon parce que je suis pas ça pendant la saison. Je commence à m'intéresser. C'est la deuxième année où je porte attention un peu plus à ces games-là, où j'écoute des games au complet, ce que je faisais pas avant. Donc, tu sais, pour moi, je suis un petit nouveau là-dedans. Mais j'adore ça, là. J'adore ça. La foule de ce tournoi-là, c'est complètement différent d'une foule de NBA, là. Oui. C'est une foule très partisane. Les équipes, le monde, ils se déplacent pour aller encourager. Les arénas, c'est jamais nécessairement dans l'aréna de l'équipe, là. Ça se déroule dans différentes arénas aux États-Unis, là. Mais on dirait que les partisans se déplacent. L'aréna est toujours coupée en deux, là. Exact. Ah oui, ben, tu voyais en fin de semaine, là, tu voyais la couleur des chandails un par rapport. Il y avait beaucoup de rouge, il faut le dire. Donc, pour les gens qui veulent s'initier à ça, Jerry, en fin de semaine, c'est quoi? En fin de semaine, c'est le Final Four des gars et des filles? Tu as les gars et les filles, exactement ça. Les gars, c'est... la grosse journée, c'est samedi. Donc, on a 2 games. C'est samedi. Et la finale, c'est lundi prochain. C'est ça qui est spécial. Moi, j'ai toujours pensé que la finale, c'était un dimanche. Non. Le NCAA, la finale, c'est prime time un lundi soir. C'est prime time un lundi soir, exactement. Mais là, il ne doit pas avoir de match dimanche, c'est ça? Non, c'est ça. Les 2 games sont samedi. Puis la finale, ça va être lundi. Puis les filles, je pense que c'est vendredi et dimanche, il me semble. Mais ceux qui n'ont jamais écouté le March Madness, là, en fin de semaine, c'est une bonne façon de commencer avec le Final Four. Parce que là, tu as 2 games, puis là, vous allez voir que ces games-là, là, c'est incroyable. Là, toutes ces équipes-là n'ont pas encore perdu. Là. Ils ont parti à 64 équipes. Là. Oui. Fait que c'est vraiment une bonne façon de s'initier en fin de semaine. C'est sûr que j'écoute en fin de semaine. Oui. Moi, le samedi, c'est sûr que... Il y a bien beau faire beau dehors, là, c'est sûr que je vais écouter ça. Hey, on est avec la gang du live, la gang du Prime est avec nous autres. On a jasé passablement tout à l'heure dans l'ouverture du Prime. On a fait 1h30, 1h40 à jaser de toutes sortes de choses. Et je vous dirais que on est dans une période difficile. On est dans une période où les sujets qui sont amenés sur la place publique en ce moment, et je vous dirais que c'est un peu partout pareil.
il y a une forme de sujet, pas nécessairement le fun, parce que les sujets sont, les histoires de taxes de carbone, les histoires d'électricité, les histoires de... Tu sais, il y a un paquet de choses où, en ce moment, les gens à qui on a confié le mandat de s'occuper de nous, ils sont comme en mission de toujours vouloir nous enlever quelque chose. Soit nous enlever des pièces dans nos poches. Ben, c'est souvent ça. C'est souvent des pièces dans nos poches par des taxes, je vous dirais, qui sont déguisées dans une genre de bourse de carbone quelconque, dans une taxe de carbone pour les Canadiens anglais, ensuite pour des tarifs d'électricité. Il y a un paquet de choses en ce moment qui sont bien plates parce que on sait qu'on aura moins, et on a l'impression de ce temps-là que les politiciens sont des gens qui sont toujours en train de vouloir nous enlever quelque chose. Je ne sais pas si tu me suis, Jerry ou Mr. White, mais c'est le feeling que nous avons. Donc, on est toujours en train d'essayer de garder ce qu'on a. On n'est pas en train de bâtir quelque chose de plus. Moi, j'ai toujours pensé que dans une société, pour les humains, y aspirent à mieux. C'est en dedans de nous. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens un peu partout sur la boule qui font d'énormes sacrifices pour recommencer une vie ailleurs, pour améliorer leur sort et améliorer le sort de leurs enfants. OK? Donc, des gens qui sont prêts à marcher à travers des zones très dangereuses, s'en aller à pied pendant 1 semaine, 2 semaines, s'en aller vers une destination où ce ne sera pas facile de rentrer. Ils passent par des endroits vraiment dangereux où ils peuvent laisser leur vie. Mais le but de tout ça, là... Puis ils ont tout laissé en arrière, là. Ils ont tout laissé en arrière. Ils ont tout laissé en arrière. Les autres, là, sont all-in. L'humain, il a toujours besoin d'améliorer son sort. Toujours, toujours, toujours. Et on dirait que quand on atteint un certain niveau de prospérité, de modernité, il nous arrive un paquet de bobos. Mais c'est arrivé à plein de civilisations avant. On prend souvent l'exemple des Romains. Une fois qu'ils sont devenus dominants, qu'ils sont devenus ultra modernes, qui ont réussi à faire des choses grandioses, les humains ont commencé à perdre du temps avec un paquet d'affaires, puis ils ont tout détruit par eux-mêmes. On dirait qu'on est au même stage. On le dit souvent, on dirait qu'on est en plein déclin, qu'on provoque nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que même si on est rendu à un certain stade par rapport à d'autres sociétés à travers le monde, l'humain veut toujours améliorer son sort. Vous avez bien beau me sortir n'importe quel sondage, n'importe quelle histoire, n'importe quelle patente. La vérité, c'est qu'un humain, ça veut toujours plus. Vous avez bien beau me dire que dans le journal, qu'il y a des gens qui vivent sans téléphone, puis qui vivent dans la misère, puis qui vivent dans un petit appartement gros comme rien, puis qu'eux autres, ils ne consomment pas, puis qu'ils n'ont pas d'auto, puis etc., etc. Vous pouvez me vendre ça, là. Mais la vérité, c'est que ça, c'est exceptionnel. Et que dans le fond, les gens, ce qu'ils veulent, incluant, puis c'est très bon en passant, donc quelqu'un qui a 2 gagne, mettons, des bonnes conditions, ils gagnent 120 000 par année les deux ensemble. Oui. Ils ont 2 enfants. Il n'y a pas longtemps, 120 000 par année pour une famille, c'était assez pour bien vivre. Aujourd'hui, avec tout ce qui est arrivé, l'augmentation du coût de la vie provoquée par les gouvernements, etc., bien, ça fait que maintenant, le 120 000, il est passé. Et là, tu es en combat d'essayer de garder ton rythme de vie. Tu te dis, ben écoute, c'est soit qu'on coupe nos dépenses ou encore qu'on essaie de gagner plus d'argent, on fait des sacrifices, on part une business, on change de job, etc. C'est la majorité, en tout cas, pour les gens qui sont encore en vie, je ne parle pas de gens qui sont à la retraite et qui sont rendus en bout de vie, mais je vous parle de gens qui sont en vie, le monde normal. Ils aspirent à toujours avoir mieux et plus. Et cette motivation-là, cette flamme-là, on doit absolument la garder parce que c'est ça qui fait avancer notre société. Notre société, là, elle va devenir meilleure, elle sera plus verte, elle sera meilleure, puis elle sera plus diverse. Tout ce qu'on cherche à atteindre aujourd'hui, là, ce sont les sociétés riches et les sociétés qui innovent qui vont se rendre là. Si on commence à vendre du rêve, à vendre d'avoir plus, parce que le but, on a l'impression qu'à chaque jour qu'on ouvre les yeux, on a l'impression que
Il y a quelqu'un quelque part, que ce soit à Ottawa, que ce soit dans une ville, que ce soit au gouvernement du Québec, que ce soit chez Hydro-Québec. On a l'impression à chaque jour que quelqu'un, on a une assiette de bouffe à la maison pour nourrir la famille, et on a l'impression qu'à chaque jour que le bon Dieu nous amène, que quelqu'un qui veut venir chercher un bout de sandwich dans une des assiettes. C'est ça. C'est insupportable, les amis. C'est insupportable. C'est insupportable. Les gens, ils veulent garder l'assiette pour la famille. Ils veulent pas partager tant que ça parce qu'ils n'ont juste assez pour la gang. Mais ils aimeraient ça ils aimeraient ça que s'il y a des choses que ces gens-là de l'extérieur peuvent faire, c'est donner des trucs pour que la famille ait plus de sandwich dans sa plate. Plus de sandwich, plus de temps pour être ensemble, de vacances, donc d'avoir du budget de vacances, etc. Et là, c'est pas ça qu'on leur vend. Là, on leur vend la décroissance, on leur vend de la misère, on leur vend des taux d'électricité, des tarifs d'électricité qui sont plus élevés. Ah ben là, on va aller vous chercher plus d'argent dans vos poches parce que vous gaspillez énormément. Les gens ne gaspillent pas. Ils vivent dans le Nord et ils vivent dans un endroit où on a besoin d'électricité pour se nourrir, pour se laver, pour se chauffer et à l'occasion pour se faire plaisir un peu, pour faire marcher le filtreur de la piscine. Mais encore là, il y a un compteur sur le filtreur de la piscine, il marche que de nuit pendant 10 heures de temps. Le reste de la journée, il ne fonctionne pas. C'est ça. Les gens font très attention. Ils ont changé leurs ampoules dans la maison. Ils ont acheté non pas un paquet de 4 à 1,99, ils ont acheté des ampoules à 9 $ de l'ampoule pour être sûr de ne pas consommer trop d'énergie parce qu'ils ne veulent pas trop payer de courant à la fin du mois. Ils veulent faire attention à leur budget pour avoir plus pour leurs enfants, pour avoir plus pour la famille, pour aller en vacances, pour se permettre d'avoir une plus grosse voiture parce que celle-là est un peu petite pour les 4 quand on met la poche de hockey, l'équipement de soccer avec les ballons pour la plus vieille qui joue, etc. On veut plus. Pourquoi ces gens-là s'entêtent à essayer à tous les jours de nous décourager, d'essayer de nous démotiver, d'essayer de nous vendre quelque chose qui est bien plate? C'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir avoir plus, on va aller vous le chercher. La taxe sur le carbone au Canada, le débat sur la taxe de carbone, c'est exactement ça. OK? Tout ce qui arrive, tout le débat alentour de l'énergie, c'est exactement ça. On est un pays privilégié, les amis. Savez-vous ce qu'on a au Canada? On le dit souvent. On est un pays riche de par tout ce qu'on a dans notre sol. On a un énorme territoire et on est très chanceux. On est souverain avec le pétrole et on est souverain avec le gaz naturel. Et le Québec est souverain par son hydroélectricité et ses rivières qui ont encore un potentiel de d'autres barrages. On n'a qu'à décider de le faire au plus sacrant et d'arrêter de parler de décroissance. Ouais, mais si on fait des barrages, ils vont coûter plus cher que on va être obligé d'augmenter les prix. Non. Va-t'en négocier les prix que tu vends aux États-Unis, au Massachusetts, dans l'État de New York. Va-t'en négocier des tarifs à la hausse et arrête d'écœurer le Québécois qui est égorgé par les taxes, égorgé par les impôts, égorgé par les tarifs. Motivez-le. Et il y a les politiciens qui doivent motiver le monde. Il y a les médias qui doivent motiver le monde. On a besoin de ça. Tous les défis que nous aurons comme société, on va en avoir, là. Il y a toujours des défis. Il y a une seule manière d'être capable de répondre aux défis qu'on a devant nous, que ce soit des défis environnementaux. Prenez celui que vous voulez. Là. Ça se règle toujours par une chose, la richesse et l'innovation. Tout le temps, c'est la recherche et l'innovation. Mais pour avoir de la recherche et de l'innovation, il faut que les gens aient le feu au cul. Il faut que les gens soient de bonne humeur. Il faut que les gens soient motivés. Il faut que les gens aient le goût de participer et de sentir qu'ils peuvent, eux, s'enrichir en premier et ensuite enrichir la collectivité. Mais si à chaque jour, on leur parle, on va descendre, ouais, il va falloir que tu fasses ta vaisselle la nuit. Il va falloir que tu descendes ton courant pour chauffer la maison l'hiver. 21, c'est trop. Alors que chez Hydro-Québec, on m'a confirmé que chez Hydro-Québec, dans les bureaux à Le Bourgneuf,
Hydro-Québec, quand la température baisse de 22 à 21, parce qu'il y a une histoire de contrôle, les plaintes arrivent. On gèle, c'est l'enfer. Donc, Hydro-Québec, le Bourgneuf, les bureaux, c'est 22 degrés. Merci aux pirates qui sont dans le coin. OK? Donc, c'est 22 degrés. Les pirates sont partout. Pourquoi vendre aux Québécois que le bonheur, en hiver, c'est d'avoir un habit de motoneige dans la maison à 19 degrés? Non, c'est n'importe quoi. Voyons donc, je veux dire, c'est pas ça qu'on doit vendre. Puis c'est pas... Et l'autre affaire, c'est les mensonges. Sur toutes les histoires d'énergie, il y a un paquet de mensonges. Les Québécois, ouais, il y a des maisons qui ne sont pas adaptées, je dirais, à l'isolation qu'on a aujourd'hui. Mais les gens ne peuvent pas remplacer les fenêtres, remplacer la porte. Ça va coûter 10 000 $, 12 000 Ils n'ont pas d'argent pour faire ça. OK? Donc, essayez pas de leur monter les tarifs pour essayer de pénaliser des gens plus pauvres qui n'ont pas le moyen de changer leurs fenêtres. Puis c'est pas de leur faute. Puis les blocs appartements, autrement, les blocs appartements qui sont vieux, tu peux pas les rénover parce que si tu rénoves les blocs... Faut que tu augmentes la location par mois, puis là, tout le monde chiale. Puis bon, il faut que tu augmentes les loyers. Puis là, le problème, c'est que le gars, ton locataire, il n'a pas une crise de scène. Il est pauvre comme la gare. C'est ça. Il ne peut pas te donner plus. Il n'est pas capable de donner plus. Donc, comment on fait? Tu sais, je veux dire... c'est la même chose sur l'essence. Oh non, mais on ne peut pas enlever les taxes de carbone, la bourse du carbone. Anyway, si on enlève ça, là, les pétrolières, ça, c'est des spécialistes là, du HEC, des gens qu'on entend partout, des fameux spécialistes, des socialistes en passant, qui vont dire non, il ne faut pas enlever les taxes là, pour l'environnement parce que, anyway, ça ne paraîtra pas sur les prix à la pompe. Les pétrolières et les détaillants vont compenser ce prix-là et ils vont vendre l'essence le même prix, mais ils vont juste faire plus de profit. Ah ouais? Donc, ça veut dire que ailleurs, en Amérique du Nord, s'il y a des endroits en ce moment, même si le baril de pétrole est à 80 $, les mêmes compagnies comme Valero et autres, s'il y a des endroits, mettons, vous êtes à Houston, au Texas, où le gallon est aux alentours de 2,60, 2,75, puis qu'il y a des endroits en Californie où il est à 5, 5,50. Donc, ça n'a pas de rapport avec les taxes, ça. Oh non, mais si c'était vrai, ce que les spécialistes du Québec, des universités québécoises, les socialistes, les profs qui nous parlent, les économistes de gauche, si c'était vrai, bien, peu importe les taxes, si c'était vrai que ça ne change rien d'avoir ou pas avoir de taxes sur le prix, bien, tous les prix à la grandeur de l'Amérique seraient au même montant. Peu importe que tu aies des taxes dans ton État ou tu n'en aies pas, ce serait tous 5 $ le gallon. Mais ça ne l'est pas. Si vous êtes sur la 95 dans le coin de la Caroline, puis que vous payez en ce moment 2,96, comment se fait-il qu'ils ne payent pas 5,50 comme en Californie? Ben, c'est parce que l'État en Caroline ou en Georgie sont moins gourmands au niveau des taxes et c'est la raison pourquoi ils peuvent... Donc, quand on vous ment comme ça dans les médias pour essayer de faire passer les patentes green puis essayer de vous dire « Non, vous êtes condamné à payer l'essence la plus chère en Amérique », on ne peut pas prendre ces discours-là pour de la vérité. On le sait que c'est de la bullshit, on sait que c'est de la boîte, mais donc il faut combattre, il faut se lever de bout. Il faut leur dire qu'ils mentent. Il faut leur dire qu'ils racontent n'importe quoi. Mais ce serait le fun. Ce serait le fun. Éric Duhaime a peut-être ça dans sa manche quelque part. Mais ce serait le fun de commencer à motiver les Québécois pour qu'il y ait plus et non moins. Toute cette histoire d'énergie, toute cette histoire de vivre dans la misère, vivre dans la pauvreté, vivre dans la décroissance. Excusez-moi, là. C'est le temps d'une paix. C'est la misère, les amis. Les Québécois ne veulent pas de misère. Les Québécois veulent avoir plus de cash, ils veulent être plus riches, ils veulent payer moins de taxes, ils veulent avoir un médecin de famille, ils veulent avoir des belles écoles, ils veulent avoir des belles routes sécuritaires pour circuler, ils veulent avoir des beaux parcs, ils veulent avoir plus. Votre discours de moins, je vous pose la question. Mais c'est pas bon marché. Si on demande aux gens de se sacrifier pour toutes sortes de causes, où ils devront de plus en plus, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui gagne 65 000 aujourd'hui, c'est quelqu'un de pauvre, OK? C'est quelqu'un qui doit faire un budget pour arriver. Alors qu'il y a 5 ans, à 65 000, il était dans la classe moyenne riche. Et là, maintenant, il est dans la classe moyenne qui en arrache. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Bien, à vouloir encore plus de ces gens-là, qui n'ont plus de marge de manœuvre. Ils n'en ont plus de marge de manœuvre. Ils n'en ont plus. Si vous en voulez plus, est-ce que le gouvernement, est-ce que les villes,
est-ce que tout le monde est prêt à faire les mêmes sacrifices que vous demandez au monde? Non. Donc, en échange de taxes et de tarifs plus élevés, que les gens aient de moins en moins d'argent dans leur poche pour satisfaire les besoins de leur famille. Est-ce que les gouvernements, les villes et les organismes du gouvernement vont faire les mêmes affaires? C'est-à-dire qu'eux vont se priver de moins de revenus? Est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce que Hydro-Québec, qui a un budget de fou avec 20 000 employés, est-ce que Hydro-Québec, s'il demande des sacrifices aux abonnés d'Hydro-Québec, est-ce que Hydro-Québec va sacrifier 5 000 jobs sur les 20 000 jobs? Non. Est-ce qu'ils vont diminuer les budgets d'opération des choses un peu non essentielles comme la diversité, puis toute la paperasse, puis le marketing, tout ce que tu veux, puis mettre plus d'argent sur la sécurité du réseau, les barrages, etc., mettre des gars qui vont s'occuper dans des trucks d'être à la bonne place quand il y a une panne? L'effort va être juste d'un bord. Est-ce que le gouvernement du Québec a 150 milliards dépassés en ce moment pour opérer son budget et qui se sont donné des augmentations de tarifs d'Hydro-Québec quand tu viens d'avoir 30 000 $ d'augmentation de salaire, ça ne dérange pas bien. Quand tu es syndiqué de l'État et tu as 25-30 % de plus dans ta paye que tu en avais probablement dans quelques années que tu en avais hier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis tu dis, ben écoute, même si je payais 25-30 $ de plus de courant, it's a big deal. Mais pas tant que ça. Tu sais, je suis capable de vivre avec. Mais tous ces gens-là qui ont pigé dans le plat de bonbons, est-ce que ces gens-là sont prêts à faire les mêmes sacrifices? Est-ce que le gouvernement du Québec, qui se donne des grosses augmentations puis qui dépense en fou, est-ce qu'il est capable maintenant de passer de 150 milliards à 145 milliards l'année prochaine? Est-ce qu'il est capable de passer à 140 milliards dans 2-3 ans pour son budget? Non! Pourquoi vous demandez ça aux familles? Pourquoi est-ce que le gouvernement et les villes n'est pas capable de faire, ou Hydro-Québec n'est pas capable de faire? Pourquoi vous le demandez aux familles québécoises? Si le gouvernement a besoin de 3, 4, 5 % de plus d'argent à chaque année pour avoir le même gros gouvernement qui a tous ces gros besoins qui s'additionnent, pourquoi les familles n'ont pas le droit à la même chose? Pourquoi les familles n'ont pas le droit d'avoir les mêmes privilèges? Non. Le gouvernement additionne le cash et les familles sont de plus en plus pauvres et en ont de moins en moins. C'est un drame, les amis. C'est un drame et c'est plate parce qu'il faut se débattre puis il faut faire valoir nos points. On est toujours en train d'essayer de tirer à charrette de notre bord, puis on a l'air à une gang de chialeux, puis on a l'air à une gang de gens insatisfaits, puis on a l'air à des gens négatifs. Mais si bol, on veut juste garder ce qu'on a. Mais le système, il est fait, le système, il est bâti pour avoir de la croissance. C'est ça qu'ils oublient. Mais les familles aussi. Et ça prend de la croissance. Oui, mais nos familles aussi, nous aussi. Ouais, mais si tout le monde, Christophe, écoute la TV en bas de laine, puis vivent comme de la pauvrasse, bien, Christophe, qui va donner des rendements? Où tu vas aller chercher de l'argent? Ça prend du rendement pour payer l'intérêt. Il y a du monde à la retraite là, qui ont besoin d'argent. Là. Le système est fait pour une croissance. Ouais, mais... C'est bol. Si tout ferme, puis on vit comme... Mais j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est la même affaire. Les familles ont besoin d'avoir un budget en croissance aussi. Ben oui. Mais là, c'est pas ça, là. On n'a pas de budget en croissance. On nous demande... Tu sais, je veux dire, de parler d'augmenter les tarifs, de parler d'augmenter les taxes de carbone, ensuite de rajouter... Il n'y a pas 3 jours, il n'y a pas une taxe demandée quelque part. Que ce soit au provincial, que ce soit au fédéral, que ce soit dans une ville. Mais les gens gagnent toujours ensemble dans la famille à peu près le même montant d'argent qui est ajusté un peu, mais pas assez pour être capable de compenser pour celui qui vient voler du cash dans la maison. Ça, il ne va pas passer. Il se fait donner 2000 $ d'augmentation, 2500 $ d'augmentation par son boss. Il arrive, Christophe, mais il me semble que je suis moins riche que j'étais. Il est moins riche qu'il était. Puis mon salaire a augmenté, là. Il est moins riche qu'il était. C'est lui le drame. C'est lui le drame. C'est ça. Si tu as un 2000 $, quelque part, mettons 2000 $, j'invente un chiffre. Là. 2000 $ d'électricité, ils vont chez 3 %, il y a un 60 là. Les 60. Québécois ne peuvent plus payer une scène de plus pour l'essence. Déjà que le baril est en train de monter
Déjà, c'est un stress financier pour beaucoup de C'est familles. de l'argent clair. Ils ne sont pas capables de payer plus pour l'hydroélectricité. Ils ne sont plus capables de payer plus pour des produits de base à l'épicerie. À un moment donné, vous devez arrêter de venir voler l'argent des poches des familles. Enough is enough. Après ça, vous demandez pourquoi vous faites crier des bêtises, puis pourquoi les gens sont pas très civilisés sur les réseaux sociaux. Ben, changez de comportement, vendez-leur du rêve, vendez-leur que vous vouliez leur en donner plus, qu'ils vont avoir moins de taxes, qu'ils vont payer moins cher sur certains prix, qu'ils vont enlever le prix plancher sur l'essence, la bière, le prix contrôlé du lait, le poulet, etc. Allez-y pour le monde. Vous allez voir que les gens vont devenir beaucoup plus gentils un peu partout quand vous les rencontrez, que ce soit sur des réseaux sociaux ou en personne. Les gens vont dire « Hey, toi, tu te bats vraiment pour moi. » Là, c'est pas ça qu'on a. On a le feeling que vous vous battez pour venir nous voler chaque jour quelque chose de plus et que vous êtes en train de prendre une sandwich dans l'assiette familiale. On a l'impression qu'il y a des intrus qui rentrent dans la maison et qui viennent chercher des sandwichs qui ne sont pas eux autres. C'est des sandwichs à notre famille. Laissez-nous tranquilles. Laissez nos sandwichs, laissez notre lunch à nous autres. Crissez-nous patience. On est en train d'étrangler. Il est là le défi. Mais vous allez voir que, moi je pense que ça va être pire que pire. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui veut venir chercher quelque chose dans vos poches alors que les gens struggle, comme diraient les anglophones, en ce moment. Mon nom est Jeff Fillion. On vous souhaite un bon mercredi, déjà milieu de semaine. Demain, on lance le week-end. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Moi, je fais pas de recommandations. Cote le mercredi avec Jerry. Oh oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a, j'ai des affaires à le fun. Des idées d'investissement, comme on dit. Mais juste avant, regarde, si, mettons, que tu as une occasion de mettre quelques sous dans une compagnie québécoise, parce que, historiquement, parce que il y a plusieurs vedettes québécoises boursières qui ont été des crashs. Là. Il y en a beaucoup. Là. Il y en a une bonne liste. Et dans les dernières vedettes, si je peux dire, si on peut les appeler vedettes, imaginez que vous êtes en 2021, au mois d'avril. Ah, gadon, ça fait 3 ans, ça. Avril 21. Vous mettez un 1000 piastres dans une compagnie et ce 1000 piastres-là, au moment où on se parle, là, vaut 21,88 $. Ouais. Mon 1000, il vaut 21 pièces. Oh. Ça fait mal. Ça fait mal. Taiga Moteur. Taiga Moteur, on en parle beaucoup. Les motoneiges électriques. Taiga, présentement, il perd 48 % en bourse. Déjà, il avait été frappé à coups de batte de baseball depuis 3 ans, en fin de compte. Mais là, c'est, autrement dit, c'est... Là, c'est la fin. Là, c'est... Tu sais, il y a une tombe, là, OK? La tombe est descendue dans le trou, là. Mais toi, t'es couché dans la tombe. Oui. Il reste à pousser à terre sur toi, là. C'est aussi simple que ça, là. Comme investisseur dans Taiga, t'es mort, là. C'est pour ça qu'il y a du monde en ce moment qui sont en train de délester. Quand tu penses à ça, là. Il y a du monde qui ont vendu leurs actions tantôt. Ben, il y a quoi? Il y a à peu près 5 minutes de ça. Ils ont laissé aller leurs actions à 27 cents et demi. Il y a 27 cents et demi. Quand tu commences à couper d'un cent, là, tu commences à t'en aller vers la mort. C'est là que tu t'en vas. Donc, Taiga, c'est la fin. C'est pas compliqué. Est-ce que... Ça, c'est la question. Parce que quand il arrive des désastres comme ça, là, tu as une patente qui vaut 27, 28 cents, 29 cents. Là, il arrive toujours ceux qui voient des arcs-en-ciel. On voit des arcs-en-ciel. Oui, peut-être que ce stock-là peut faire un rebond de 10, 15, 20 cents. S'il fait un rebond de 20 cents, puis tu l'as acheté pour 5 000, faites le calcul de voir c'est payant. Mais est-ce qu'on pense qu'il peut avoir un rebond? Peut-être. Mais en ce moment, tu peux acheter du Taiga avec de la monnaie. Là.
c'est un pur lessivage de portefeuille. C'est inimaginable. Puis l'affaire que je veux vous dire, moi j'étais à la bourse depuis 1994, Jeff, tu le sais. Je vais préparer un listing, peut-être pour la semaine prochaine, peut-être un petit peu plus tard, mais je vais préparer un listing des désastres québécois boursiers. Il y en a beaucoup, hein? Non, vous allez faire un saut. Là. Beaucoup de monde ont... Parce que quand tu as quelques piastres puis tu décides d'investir, souvent, tu es allé voir des conférences, tu es allé voir des... Puis là, tu te fais expliquer telle affaire, telle mine, telle patente, telle affaire, tel projet. Là, tu dis, c'est intéressant. Une patente d'alumine là, dans le bas du fleuve. Ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a du monde qui ont mis... Puis là, moi, je ne te parle pas du monde qui met 1000, 2000, 3000, là, tu sais, du petit boursicotage. Non. Il y a du monde qui ont mis des 50 000, des 100 000, des 500 000. Puis se sont fait lessiver. Puis, personnellement, j'ai pas fait mais d'argent. qui met... On en a parlé tantôt dans le Prime. Sérieux, quelqu'un arrive avec une idée de motoneige électrique pour aller dans le bois. Puis tu me demandes, mettons, de mettre de l'argent. Qui achète des actions de ça? Qui a cru à ça? Il y a le gouvernement en partie, puis il y a du monde qui se dit, si le gouvernement embarque, Christophe, on va embarquer, mais il y a du monde, c'est plein d'investisseurs. Ben moi, c'est le contraire. Quand le gouvernement embarque dans le quoi, je débarque. Je comprends. Mais tu sais, mettre un 10 000 dans le Taïga, il y a plein de monde là, qui ont mis des 10 000, des 20 000. Voyons. Ben oui, c'est plein de monde. C'est plein de monde. Plein de monde. Le monde a des portefeuilles assez garnis. Puis là, ils décident de saupoudrer un peu. Là. Oui, ils ont des grosses positions, mais ils saupoudrent un peu. Puis là, il y a telle affaire. Il faut faire un peu comme des espèces de mines à un moment donné. Telle mine, telle affaire, tel projet, tel ci, tel ça. On a perdu combien d'argent? Je sais qu'on va en parler avec Joamel là, tantôt, mais on a perdu quoi? Aux alentours de 100 millions? Oui, c'est ça. Les gouvernements, parce que le fédéral l'a mis aussi. Là. Mais moi, Le fédéral, c'est nous autres. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des Nemaska puis des patentes de même, il y a eu énormément de lessivage. Il y en a plein. Je vais te faire un listing à un moment donné, puis tu vas être surpris. Là. Dans l'histoire, dans mon histoire, on va dire, depuis 1994, les crashs boursiers de stock québécois, c'est un en arrière de l'autre. Hey, je me promène un peu. L'état du marché présentement, je ne sais pas, on dirait qu'on est comme on est comme dans un temps un peu plate, on dirait, là, parce qu'on est habitué que ça monte, hein? Ça monte. Mais le Dow Jones, quoi, il donne, depuis le début de l'année, il donne à vrai quoi, 4% de hausse, le Dow Jones, puis il est allé quand même frôler le 40 000 points, le Dow Jones, il n'y a pas longtemps, mais tu sais, là, il redescend un peu, peut-être un genre de 900 points, grosso modo. Mais tu veux dire, c'est une belle ride pareil. Là. Mais la fait, c'est que la ride, il faut l'avoir sur plus longtemps. Tu dis, depuis le début de l'année, un genre de 4 mais il faut avoir la ride sur un an, c'est 17 quand même une belle ride. Là. Tu sais, c'est très, très bon. Le TSX, on n'en parle pas trop souvent. Le TSX, depuis le début de l'année, à peu près 6 de hausse, la Bourse de Toronto. Puis sur un an, à peu près 8 Donc, on voit que le Dow Jones était plus payant que le TSX là, sur un an, mais quand même, on va... Tu veux dire, la bourse, en général, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu dole, là, mais en général, la bourse, ça va bien. On ne se plaint pas présentement. Puis, c'est une question des fois qui est posée. La bourse canadienne, telle affaire, on ne sait pas trop où aller. Le pétrole, okay, c'est-tu le temps le pétrole? Oui, mais c'est sûr que si tu as un portefeuille puis tu décides de plus faire d'aller dans les tendances puis tout ça, il faut que tu sois mobile, dans le sens que si tu achètes un portefeuille canadien équilibré, souvent les rendements sont moyens. Mais c'est correct, là, mais des fois les rendements sont moyens, mais il faut que tu fasses du in and out puis de la patente. On s'entend-tu que faut brasser un peu, mais c'est... des fois, tu t'en vas dans des blue chips, puis il y a un blue chip canadien, puis c'est un vrai blue chip canadien, là, c'est FFH à Toronto. C'est Fairfax Financial. Donc, c'est un énorme conglomérat canadien. Fairfax, ils sont dans l'assurance et la réassurance. Eux autres, ils font affaire, sont dans l'assurance, ils font affaire dans 10 pays.
C'est un énorme conglomérat, Fairfax. C'est eux autres qui ont, Toys R Us Canada, là, c'est eux autres. C'est un genre de petit, on va le dire de même, un petit Berkshire Hathaway. Là, on le dit vite, là, mais vous voyez un peu le style. Puis Fairfax, ben oui, ils sont dans l'assurance. Puis c'est ça qui drive la business. Mais ça veut dire que c'est un stock qui va bien. Il doit 1,5 % de dividendes. Acheter du Fairfax, là, tu t'envoies avec ça, là, puis ça ronronne assez bien. Puis Fairfax, ils sont dans la restauration aussi. Il ne faut pas oublier. Fairfax, c'est l'autre qui possède toutes les affaires comme Chalet Suisse, les Harveys, les Saint-Hubert. C'est à Fairfax, ça, là. Second Cup, c'est à eux autres. Les Kelsey's, c'est à eux autres. Donc, Fairfax sont dans la finance, sont dans l'assurance, puis sont dans la... c'est un énorme conglomérat. Moi, je pense que... En ce moment, le graphique est beau de Fairfax. Là, tu vas dire, oui, mais Jerry, c'est une action à 1400$. C'est le pourcentage qui compte. C'est le pourcentage qui compte. Et Fairfax, si on regarde, il a pogné son haut à vie le 19 mars passé. Donc, il a pogné son haut à vie à 1563. Donc, si on regarde le graphique de Fairfax, le graphique est très, très, très beau. Là. Vraiment. Là. C'est un beau graphique. Puis, ça, c'est solide comme du béton. Puis, on donne un peu de dividendes. Tu t'en vas avec ça. Puis, en ce moment, il y a une belle croissance. Je parle sur le graphique. Donc, dans un stock canadien intéressant, ça peut être... pas spectaculaire, mais ça peut être vraiment intéressant. Hey, avant que tu ailles à l'autre sujet, Taiga, là. Oui. J'essaie de démêler tout ça. Là. C'est dur à démêler parce qu'on ne sait pas les sommes qui ont été versées. Parce qu'il y avait sur les prêts, le paquet d'affaires, il y avait des choses que Taiga devait faire pour avoir droit aux subventions qui étaient accordées, entre autres, de bâtir une usine de production, je pense, à Shawinigan. Et ça n'a pas été fait. Donc, les montants annoncés et les montants que la compagnie a eus, c'est dur à trouver. Mais ça peut être aux alentours de 40 millions faciles. Et si on additionne tout ce que Investissement Québec et d'autres ont fait, c'est probablement plus dans les eaux de 50, 60, 70 millions. Mais combien de cet argent-là a vraiment été versé? Ça semble être plus 30 millions assurément qui a été versé. Et tout le reste, est-ce que ça a été donné par rapport au plan qu'avait Taiga qu'ils ont respecté ou non? Ça, c'était à déterminer. Mais peut-être que notre ami Joe Hamel aura plus de détails sur le montant qu'on a englouti en tant que contribuable dans ce projet de fou-là. Est-ce que, je me répète sur l'histoire de Taiga, est-ce que c'est le temps, autrement dit, je parle d'un in and out, là. Je parle vraiment de petit trading, là. Je ne parle pas d'investissement à long terme. Je le sais que ça va sauter, là. C'est mon avis. C'est l'avis de plusieurs personnes. Vu qu'il perd 48 % aujourd'hui, tu achètes ça à 30 cents, puis tu le revends à 40 cents, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Je ne sais pas si tu comprends la patente je parle de petits boursicotages, mais c'est un désastre monumental. Pour ceux qui sont là depuis 3 ans, eux autres, ils se font lessiver. Carrément lessiver. Et je répète, 1 000 $ dans Taiga il y a 3 ans, ça vaut 21,88 Wow. présentement. C'est un pur désastre. Des petites nouvelles de même, le boursicotage, il y a toutes sortes de petites nouvelles, des affaires, il faut voir. Je voyais passer ça. Le prix moyen d'un véhicule neuf aux États-Unis, c'est 47 000 $. Tu prends, c'est capoté, là. Les chars sont rendus chers, 10 chars, SUV, etc. Mais c'est un véhicule, OK, les trucks sont là-dedans. Un véhicule neuf, le prix moyen, c'est 47 000. C'est le haut du haut du haut. Puis, by the way, ben, quand tu achètes quelque chose, il faut que tu le finances. Donc, ça, ça fait mal, là. Mais là, c'est ça l'histoire. Il y a une histoire capotée, c'est que il y a un mouvement présentement de retour, de recherche de véhicules moins chers. Neuf. Et un modèle qui est à la mode présentement, qui pousse pas mal, c'est le Chevrolet Trax. Tu sais, le petit SUV. On peut l'appeler, il y en a qui l'appellent le Baby Blazer. J'ai trouvé ça spécial. Ma fille a le Trailblazer. Oui. Ça, c'est celui qui est dans la famille des Blazers, mais c'est le plus petit. C'est ça. Le Trax, c'est plus petit. Mais le Trax est encore plus petit que le Trailblazer, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, c'est un moteur 1,2 litres. Je pense que c'est un 3 cylindres.
Le Trailblazer aussi, c'est un 3 cylindres. Ah oui, OK, c'est exactement. Donc, mais il y a une recherche de véhicules moins chers. Puis on le voit, là. Parce qu'en 2021, on parle du Trax, là. En 2021, GM a vendu 42 000 unités. En 2022, ils ont vendu 26 000 unités. En 2023, l'année passée, ils en ont vendu 109 000 unités. C'est x5. Et il paraît que la demande présentement pour le Trax et d'autres modèles de voitures abordables, parce qu'il y en a plus ben de chars, je dis abordables. En 2017, OK, les fabricants ça, c'est un char qui est d'auto... fait en Corée, hein? Je ne sais pas du tout. Je pense que le Trailblazer et le Trax sont faits en Corée. Sont faits en Corée, OK. Oui. En 2017, les fabricants d'auto sur leur territoire américain, en 2017, il y avait 36 modèles qui valaient, autrement dit, genre 25 000 et moins, là, tu sais, dans ce coin-là, là, 25 000 pièces. Il y avait 36 modèles, aujourd'hui, il y en a 10. Puis la tendance, puis c'est ce que les analystes ont dit, les compagnies de chars, il faudra qu'ils refassent des chars pas chers, parce que c'est ça que le monde demande. En ce moment, GM, avec le Trax, là, c'est pas un succès, c'est un énorme succès. En ce moment, la demande est très, très forte. Donc, tu vois, c'est une tendance. Je me promène là, dans mon boursicotage. Je pige dans ma boîte de boursicotage. Juste une petite nouvelle qui vient de passer là, au moment où on se parle. Tesla est en train de chercher. On parle de Tesla beaucoup parce que le stock a été shaké. Je vous en parle dans une seconde parce que il y a une madame qui vient d'acheter beaucoup de Tesla, beaucoup d'actions de Tesla. Mais Tesla cherche présentement un site en Inde. C'est le Financial Times qui en parle. Tesla cherche un site pour bâtir une usine de chars en Inde. India. Mais Cathy Woods, la fille de ARK Investment. Elle est spectaculaire. Voilà. Cathy, son fond... Elle a-tu un bon track record? Mais ça, à chaque fois qu'on entend parler d'elle, elle fait des affaires un peu wild. Voilà. Elle, sur 5 ans, est à 0 %. Wow! Sur 1 an, est à plus 25. OK. Mais elle, là, c'est la papesse. T'as le pape, puis t'as une pape femme, c'est une papesse. Elle, c'est la papesse du swing trading. Cathy, elle swing, là. C'est une pure swingeuse, elle. Fait que Cathy, elle achète, elle débarque. Donc, elle est vraiment wild, c'est une swingeuse. Oh, oui, swingeuse. Elle, là, elle a bougé. C'est un portefeuille très, très actif, le ARK Investment Innovation. Très actif. C'est pas, on l'achète, pépère, on charge 1%, puis on s'en va avec ça. 1% de gestion, puis on s'en va avec ça. Là. Non, elle, c'est pas ça du tout. Elle n'est pas ça du tout. Pas tant, là. Elle, c'est... Elle est partie. Elle est complètement sautée. Là. Exemple, elle vient de domper du DraftKings. Capoté, là. Elle avait acheté 469 000 parts de DraftKings. Dans le coin de 18-20 pièces. Elle s'en est débarrassée à 48, je pense. Oh! Non, elle a des bons coups, là. Elle a des bons coups, Cathy. Donc, elle fait une passe, elle débarque. Elle embarque, elle débarque. Des fois, elle se fait pogner. Des fois, elle se fait pogner la jupe à terre parce que on s'entend-tu que Cathy, elle brasse beaucoup. Mais Cathy, elle a acheté aussi du Robinhood dernièrement. Robinhood, c'est quoi? Le code, c'est HOOD. Robinhood, c'est autrement dit, c'est la plateforme de trading. C'est une plateforme très, très aimée des jeunes. Nous autres, ici au Canada, on n'a pas accès à Robinhood parce qu'on n'est pas américain. Mais on a accès à d'autres plateformes là, qu'on peut comparables à Robinhood. Là. Mais Robinhood, c'est plus que le monde deal, parce que Robinhood, c'est du trading. Et avec l'avancement du Bitcoin, ça a amené. C'est pas compliqué. Les petits traders, des fois, ils tombent morts. Quand la bourse est plate, puis que le Bitcoin est à 20 000 puis il taponne, ils sont plus là. Les petits sont plus là. Ils débarquent. Mais quand ça commence à brasser, les petits reviennent. Mais Robinhood, eux autres, leur grosse clientèle, c'est les petits. C'est plein de petits poissons. C'est des millions de petits poissons. À la place d'avoir des gros, les autres, ils ont des millions de petits. Donc, Cathy, elle vient d'acheter énormément d'actions de Robinhood. Et ce qu'elle a acheté aussi, comme je t'ai dit tantôt,
Elle vient de loader le truck de Tesla. Elle achète encore du Tesla. Tesla descend, Cathy achète. Donc, il y a une réflexion là-dedans. Je ne sais pas où ça va aller, mais ça brasse anti-péché. L'autre stock, il faut que je te parle. Là, j'ai du stock. Il faut que je déballe toutes mes affaires. Il faut que je déballe tout. Canada Goose. OK? Canada Goose, il faut en parler. Belle compagnie canadienne. Mais tu sais, Canada Goose, c'est, il faut le dire, le stock taponne dans 15 piastres ou grosso modo. Le stock taponne. Ils viennent de clairer 17 de leurs employés. C'est-à-dire, ils font un ménage à l'intérieur. Ils sont vraiment dans le ménage. Tu sais, il y a un gars... Tu sais, Canada Goose, présentement, ils ont un problème. Le problème, c'est... Le problème, c'est qu'ils vendent des manteaux à 1000 piastres. Oui. Leur manteau... À un moment donné, tu manques de... il manque de monde pour les porter. Là. Voilà. Parce que quand tu as une compagnie qui est en bourse, tu as les petits porteurs de parts, les petits poissons que je te parlais tantôt. Il y a des moyens poissons, puis il y a des gros poissons. Les gros poissons, d'autres fois, qui gardent des actions. Il y a un fonds qui est c'est un immense fonds, là, qui s'appelle Meridian Growth. Eux autres, c'est un fonds de mid-size. Donc, autrement dit, eux autres, là, ils investissent dans des compagnies, pas les multinationales, là, les plus grandes compagnies du monde, pas des petites micro-compagnies, des compagnies du milieu, un peu comme Canada Goose. Eux autres, ils viennent de liquider, autrement dit, leur participation dans Canada Goose. C'est que le problème présentement de Canada Goose, le problème, il est là. Il est, il n'est pas sexy pour les gros investisseurs. Il faut que les gros soient là. Et quand il y a des gros qui s'en vont, c'est mauvais signe. Parce que Canada Goose, il faut qu'ils montent leur prix. C'est ce que le boss a dit. OK, les manteaux chers vont être encore plus chers. Oui, leur manteau le plus vendu, c'est le parka Shelburne. Shelburne, pour femmes, leur parka, ça, c'est leur manteau, pas des trucs, là, leur manteau le plus vendu, Shelburne, pour femmes, il est à 1750 pièces. Et si, boire. Je disais 1000 tantôt, c'est plus que ça. Là. On va dire 1750 Canadiens ou US? Canadiens. Okay. 1750 Canadiens. L'affaire, c'est que les prévisions de la compagnie, il y a un stress qui est embarqué. Puis c'est ça qui shake la patente. C'est qu'en ce moment, Canada Goose, qui ont ouvert des magasins, Macao, Hong Kong, la patente. L'affaire, c'est que tout ce qui s'appelle Asie, ça va quand même pas si pire. C'est l'Amérique qui ralentit. Puis là, il y a comme un doute sur la hausse des prix, parce que c'est ça qui bug la patente. Comment tu peux monter tes prix quand le côte est rendu à 1750 piastres? Tu vas le monter de combien? Proche à 2000, là. Ben, il est là l'histoire. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a un gros doute sur Canada Goose. Puis le stock qui était hyper populaire, aujourd'hui, là, il est à 15 piastres, il taponne, puis il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur Canada Goose. Je reste dans le retail, Jeff. Mais avant, je veux dire absolument, parce que tu sais qu'on a un timing à suivre pour les gens sur le live. Donc, si vous voulez plus de Jerry qui s'en va dans Guenille encore. Ah, puis j'ai une histoire d'invasion japonaise qu'il faut absolument connaître. Donc, plus de Jerry, plus de boursicotage. Allez sur radiopirate.com pour vous abonner à la version Prime. Le stock taponne. Pirate est fier de l'être. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Jo, j'ai aimé ton tweet de cette semaine sur
protéger ses avoirs avec le Bitcoin pour la monnaie canadienne. J'ai aimé ça cette semaine. Oui, ben exact. C'est un bout qu'on parle pas bien, ça. Ben c'est ça. Je pense, on avait parlé, je pense, il y a un petit bout là, dans une des interventions qu'on avait fait, c'est que dans le fond, c'est un peu une façon détournée d'avoir une exposition sur le USD. Ben, pas sur le USD, mais en fait, se protéger contre la dévaluation du dollar canadien. Donc, quand tu regardes ce que Poilievre avait dit à l'époque d'acheter du Bitcoin pour vous protéger non seulement de l'inflation, mais de la dévaluation aussi du dollar par rapport au dollar US, ben, c'est un bon exemple. Puis le tweet que j'ai retweeté le gars, c'est un CFA, je pense que c'est un Canadien, il disait que dans le temps, non, excuse, là, le Bitcoin, il était à peu près 70 000 US, puis c'est 95 000 Canadiens. Et rappelle-toi, quand la dernière fois qu'il était à ce prix-là, c'était 85 000 Canadiens, je pense, en 2021. Donc, il y a quand même une dévaluation quand même majeure du dollar canadien. Puis d'ailleurs, je répondais à ce fil de tweet-là. Un autre indicateur incroyable, c'est comment le dollar canadien s'est complètement découplé du pétrole. Là. Donc, si le pétrole n'était pas aussi élevé, parce que de façon historique, il est assez élevé, le dollar serait encore plus bas. Parce que quand le baril de pétrole était à peu près à ce prix-là, regarde 2010-2011, on était à parité. Même le dollar canadien avait passé par-dessus le dollar US. Donc ça, je pense que c'est l'aspect... Le marché commence à pricer l'aspect fiscal du Canada, les déficits à répétition de Trudeau. Et ça pourrait être encore pire si, par exemple, les commodités devaient baisser. Justement, parlant de ça, c'est drôle parce que j'ai glissé le sujet dans l'ouverture du live pour les pirates tantôt. C'est spécial de voir, puis je fais le lien, est-ce que tu veux parler de Québécois sur l'éloge de la pauvreté, de la décroissance, etc., etc. On est dans un pays, on le dit souvent, là, en principe, on devrait être les plus sécures. En tout cas, parmi beaucoup de pays riches, on devrait être dans les pays les plus sécures parce qu'on a du pétrole, plus savoir quoi en faire. On a du gaz naturel. On a quelques provinces qui sont aussi choyées par des cours d'eau extraordinaires où on peut faire de l'électricité à pu finir. On a, s'il y en a qui veulent avoir du vent pour mettre des moulins à vent, regarde, mettez-en, ils vendent au Canada. Au niveau énergétique, on est l'endroit où on devrait avoir zéro stress par rapport à beaucoup de pays sur le globe. Ben non, on se comporte en pauvre et je pense que ce comportement-là fait que justement, on a des liens sur, entre autres, notre monnaie, comme tu viens de le dire, le monnaie qui s'est complètement détaché. Habituellement, le pétrole monte. En ce moment, le baril de pétrole est dans son plus haut depuis quoi, 1 an ou à peu près. Et on devrait avoir, en tout cas proportionnellement, un dollar canadien qui monte, mais ça ne se passe plus comme ça. Il y a des liens avec ce qu'on est devenu. Puis de l'autre côté, pétrole, oui. Le gaz naturel qu'on ne s'est pas servi pour aider nos amis d'Europe avec lesquels on aurait pu s'enrichir. Et là, au Québec, on est sur la décroissance. Et là, c'est vous allez devoir sauter des douches, baisser votre chauffage, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et on fait genre, pour reprendre, mais j'aime pas trop l'expression de mon ami Jérôme Blanchet-Gravel, parce qu'il a dit que c'est une philosophie néo-amish. Puis je trouve que c'est pas... Les Amish, c'est des entrepreneurs, là. Ah oui, les Amish, c'est des capitalistes, là. Son partner dans une couple de nos... on est dans les chevaux de course, tu sais ça, et c'est des super investisseurs dans les chevaux de course. Et eux, dans le fond, ils vont dans les shows, dans les encans de chevaux de course. Et c'est comme nous autres, si on va au salon de l'auto, Jeff, pense-y, là. Pour eux autres, acheter un cheval de course comme acheter une Ferrari, là. Donc, mais c'est des très bons éleveurs, puis c'est des gens qui sont super fins et sont capitalistes, mais ils sont pas pro-techno, là. Il y a une différence entre les deux, mais je pense que Jérôme doit arrêter d'utiliser le terme néo-amish. Je pense que c'est un genre de néo-puritanisme d'apitoiement sur soi-même complètement débilitant. Le père Pellado s'est retourné dans sa tombe plusieurs fois en lisant ça. C'est absolument... Je peux pas croire qu'un journal comme le Journal de Montréal, le Journal de Québec relate des histoires aussi pitoyables que ça. Là. Ben écoute, ils vont jusqu'à faire l'éloge du fait que la personne en question qui trouve extraordinaire n'a pas de téléphone cellulaire québécois et n'a pas de câble québécois. Ouais. Donc, c'est la compagnie qui appartient, le propriétaire du journal, c'est québécois. Mais il y a deux affaires. Il y a ça, là, cette espèce de tendance pro-pauvreté qui est comme directement à l'encontre des intérêts de Québécois. Puis il y a l'autre trend qui est poussé depuis un bout où je commence à voir une conspiration là, entre, par exemple, le PQ, certains partis de gauche qui prônent, là, qui commencent à lever le flag sur le temps des écrans avec les jeunes. Et tu as toute cette histoire
contre les géants du web de Québécois, qui, en passant, la seule business profitable qui leur reste, c'est de vendre des téléphones cellulaires chez Vidéotron. Puis le monde font quoi avec ces téléphones cellulaires-là? Ils vont sur Facebook. Ils sont sur Facebook et ils sont sur... je pense pas qu'ils regardent Helico sur leur cell. Là. Donc, il y a une espèce de contradiction majeure. Puis j'espère... Je me demande, y a-t-il des actionnaires majeurs de Vidéotron? D'ailleurs, je pense que le plus gros actionnaire, c'est les Desmarais. C'est quand même assez ironique, encore une fois. Pour vrai? Un des plus gros investisseurs institutionnels, c'est Power, là, je pense, dans Québécois Média. My God, c'est ironique. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que ce moment-là, maintenant, ils vont dire, là, pouvez-vous arrêter de bâcher notre vache à lait, s'il vous plaît? Donc, une autre contradiction majeure là, de ce groupe-là, qui, genre, je sais quoi le endgame dans tout ça? Moi, je pense pas que ça vient d'en haut. Là. Je pense que c'est juste des journalistes puis des éditorialistes woke qui sont laissés à eux-mêmes, il n'y a plus trop de contrôle, puis eux, ils vont aller chercher des clickbait faciles avec des sujets de débiles comme ça. Là. Je pense pas que c'est top-down, au contraire. Là. C'est drôle parce que ils sont challengés par la techno, c'est clair, là, mais s'il y a un moment où je regarde les succès de CNN, de MSNBC, les insuccès de CNN, MSNBC, d'une certaine mesure aussi Fox. Même si Fox domine les deux autres, quand tu regardes les parts de marché comparativement à tout ce qu'il y a dans le nombre de monde qu'il y a, tu te dis, tabarnache, c'est devenu des médias qui sont très, très pointus. C'est plus de masse zéro. Puis là, tu te dis, ils vont-tu changer à un moment donné? Ils vont-tu revenir à faire de la hard news, nous donner de l'info? Parce que c'est un peu ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin. Parce que là, c'est devenu des moralisateurs. C'est devenu des agents du gouvernement. C'est devenu toutes sortes d'affaires que finalement, le monde ne se reconnaisse pas pantoute et qui délaissent ces médias-là. Ils sont en mode survie. Et la dernière chose qu'ils font, c'est justement d'essayer de changer la stratégie, de dire, on va aller avec le monde, on va aider le monde, on va attaquer ceux qui attaquent le monde, on va s'occuper de checker la gestion du gouvernement, de checker la gestion des hôpitaux, etc. On va être avec le monde, mais ils sont contre le monde, ils sont toujours en train de nous faire la morale. Je ne sais pas qui sur le CA, parce que on dit que ça ne vient pas d'en haut, mais il y a quand même des gens qui vont sur le site web, qui doivent avoir des fois la version papier, qui doivent dire, à un moment donné, on comprend qu'ils vont mourir. Mais pourquoi accélérer la mort de cette manière-là? C'est le bout que si, mettons, j'étais sur le comité de direction que je comprends pas, là. Je pense qu'il y a du monde là-dedans qui ne comprennent pas à quel point c'est fondamental le chiffre qu'on est en train de vivre. Je pense qu'ils pensent pouvoir milquer la vache encore quelques années alors que le déclin va s'accélérer. Tu sais, Québécois Média, là, avec TVA, si tu combines tout ça, ça perd plus de 100 millions par année, là, maintenant. Là. Donc, écoute, moi, j'ai entendu plusieurs affaires sur PKP, mais je sais que le gars, il n'est pas très patient avec ces genres de pertes-là. Là. Et combien de temps que ça peut durer? Parce que c'est un exemple concret, tu sais, c'est difficile d'attribuer des indicateurs similaires à Radio-Canada. Radio-Canada, je veux dire, c'est subventionné à l'ordre de quoi? 5 milliards par année. Donc, il n'y a pas tellement de métriques là, qu'on peut se comparer, mais je veux dire, je pense que ces gens-là, ces compagnies-là, ces organisations-là vivent à peu près tout le même genre de décroissance, alors que tout le reste, tu sais, tu prends genre juste, mettons, Radio Pirate sur 4 ans, tu sais, c'est garanti qu'il y a une croissance. Tu regardes toutes les channels web, podcasts, n'importe quoi qui est nécessairement un peu niche et orienté à droite du centre, tout est en croissance across the board, là. Fait que c'est, tu sais, je veux dire, tu regardes ça objectivement, puis tu te dis, vous êtes quand même des administrateurs, à quel point vous allez continuer de détruire les capitaux des actionnaires pour vous entrancher dans des positions idéologiques. Moi, je comprends pas ça, honnêtement. Là, c'est assez décevant. Est-ce que tu penses que toute l'histoire avec PSPP que tu as frôlé tantôt, est-ce que tu penses qu'il y a un lien? Est-ce que, tu sais, Régent Tremblay me disait hier qu'il a parlé avec PSPP, puis que PSPP lui fait pas de stun, il fait que de la politique. Mais des fois, on sent voir un genre d'alliance, de stun entre Québécois et PSPP. L'histoire de la langue du week-end, là, l'histoire du coton ouaté avec le slogan dessus, là. Ça, c'est-tu arrangé un peu? Y a-tu, je sais pas, je veux pas devenir complotiste, mais y a-tu de quoi derrière ça?
J'ai écouté ton intervention avec Régent Tremblay hier. Premièrement, je suis pas d'accord avec lui. C'est pas anodin, cette affaire-là. Là. Ça commence avec ça, puis ça finit avec des inspecteurs de la Gestapo linguistique de Jolin Barrette qui débarquent dans vos bureaux pour fouiller vos téléphones. Ce qui arrive en ce moment, c'est en train d'arriver, ça là. Puis ça fait chier des entrepreneurs qui ont plein d'autres affaires à faire. Donc, c'est la même, c'est les deux côtés d'une même médaille, ça, là. Cette obsession linguistique-là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fier d'être Québécois, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la promotion du français en général. Je dis, quand on va à l'étranger, on parle français entre nous autres, il y a du monde qui nous remarque, puis on se met à parler en français aux gens. Je veux dire, l'idée de nous démoniser parce qu'on identifie ce problème-là de l'obsession d'avoir une certaine autarcie, genre culturelle au Québec, c'est complètement débile en passant en 2024. Je suis pas d'accord avec Régent là-dessus. Je pense que c'est symptomatique de quelque chose de bien plus gros. Qu'il y ait des espèces de slogans en anglais. Est-ce que, je veux dire, oui, on est au Québec, ça peut se passer en français, mais je pense quand on est dans des sports nord-américains comme le hockey, dans des business comme la nôtre, tout se passe en anglais, là, Jeff. Je veux dire, c'est l'idée qu'on va imposer, qu'on va devenir une espèce de village gaulois, puis qu'ici, ça va se faire en français. Fine, mais de là à imposer ça à des industries, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je serais curieux de voir chez Nordvolt les communications internes. Tu penses que ça se fait en français quand ils coordonnent des patentes? Je pense qu'ils ont dû avoir un free pass sur la Gestapo à Jolin Barrette. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est... Est-ce qu'il y a une espèce de... Moi, je pense qu'il y a un lien entre Québécois et PSPP. Le gars est clairement pas challengé. D'ailleurs, tu as vu que ça ne prend... Moi, j'ai démoli PSPP à plusieurs reprises avec un seul tweet. Là. Puis je dis ça très humblement, là, parce que ça ne devrait pas être moi qui le fais, ça devrait être les médias. Le gars a quand même annoncé qu'il allait créer une monnaie québécoise. Là. Quelque chose que même Jacques Parizeau a rejeté, quelque chose que les grands penseurs de la souveraineté à l'époque rejetaient. Donc, c'est quand même pas rien. Là. Le gars arrive à peu près de nulle part, un track record qui est pas très reluisant comme leader/gestionnaire. Et ce gars-là veut quand même morceler un pays du G7 pour créer un nouveau pays. Là. Et ce gars-là n'est pas du tout challengé. Et on est capable de démolir ce gars-là avec un seul tweet. C'est le gars qui, rappelons-le, là, au début de l'année, fin de l'année 2023, utilisait exactement les mêmes arguments que annonce aujourd'hui ou hier Gabriel Nadeau-Dubois à l'effet que si c'est cher dans les épiceries, c'est parce que les dirigeants sont payés cher puis que, en gros, les épiceries... Des compagnies comme Métro, en passant, qui sont des réels fleurons québécois, là, c'est que ces gens-là volent les Québécois. Ça a été totalement débunké, cette affaire-là, parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, la marge bénéficiaire des épiceries est essentiellement la même depuis 10 ans. Donc, ça varie entre 2,5 et 3,5 %. Oui, mais ça, c'est des affaires, c'est des compagnies publiques. Hostie, on peut vérifier les chiffres. À quoi qu'ils pensent à ce monde-là? Là? La SAQ est à 40 en passant. Ah ouais, exact. C'est eux autres qui nous volent. Là. C'est eux autres qui nous volent. C'est un monopole. Ils sont complètement débiles. Écoute, revenant sur mon tweet sur PSPP, en fait, moi, j'avais exposé, parce que c'est quand même pas anodin ce qu'il a fait. Là. Dans son safe space habituel d'assemblée de communistes dans les endroits comme HEC Montréal, l'UQAM, il se tient juste dans des ramassis comme ça. Il va jamais dans des forums... où il va se faire réellement challenger. Et il fait une espèce d'observation en disant, ben, vous savez, l'appui à la souveraineté, à gauche du centre, ça va bien. Là, on a des appuis à gauche du centre jusqu'au communisme. Il dit ça textuellement. Et après, il dit qu'à droite, ben, il n'y a pas vraiment d'appui. Puis moi, je dis, ben, regarde, c'est quand même majeur comme affirmation. Là. Et vous pourriez peut-être vous questionner à l'effet de pourquoi c'est le cas. Puis là, il me répond... c'est drôle. Regarde les points. Faites-vous autre chose que de la désinformation au PCQ? Premièrement, je ne suis pas porte-parole du PCQ. Là. Je suis un citoyen, je suis un électeur, je suis une personne. Là. Je veux dire, je ne suis pas directement relié au PCQ. Donc, ils utilisent des tactiques que ses amis, les fellow travelers des médias stipendiés, c'est cet épouvantail-là qu'est le PCQ ou la droite, là, les conservateurs, whatever. Et c'est ça. Puis là, dans le fond, il dit, c'est juste un constat que je fais. Ben, c'est justement, je dis, questionnez-vous donc sur le pourquoi. Le pourquoi de personne, ne serait-ce qu'à droite. Parce que moi, j'en connais des souverainistes à droite, là. Des gens qui voudraient... Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, si vous voulez créer la Suisse en Amérique du Nord, moi, je suis ouvert aux discussions, là. Si vous voulez créer, non pas un enfer fiscal, mais un paradis fiscal... Moi, Suisse, j'embarque, là, avec des pouvoirs décisionnels qui sont fracturés à travers les régions, puis tout, là, où ce qu'on a quasiment... j'ai aucun problème avec ça, là.
Exact. On est à 50 minutes de vol de la capitale financière mondiale. On pourrait avoir à peu près toutes les desks de trading au monde. Est-ce que je peux avoir le port d'armes aussi, comme la Suisse? Oui. Ah oui, en fait, regarde, montrez-nous quel genre de constitution vous voulez avoir. Moi, ce qui est non négociable, c'est la primauté de la liberté des droits et des droits fondamentaux individuels, la primauté également de la propriété privée, la liberté d'expression. Si vous avez quelque chose qui ressemble à ça comme constitution, mais là, ce qu'ils nous disent, Jeff, c'est toutes les mêmes lignes débiles. Ouais, mais là, on va faire le pays avant, puis après ça, vous allez élire un gouvernement de droite si vous voulez. Hein? Ouais, c'est pas comme ça que ça marche, guys. Là. Si on signe un LOI pour faire une fusion, une acquisition, les termes sont pas mal tous connus d'avance. Là. On va pas s'embarquer dans un genre de blank check company puis vous donner un chèque en blanc. By the way, c'est quand même une gang de conseillers économiques dont il n'y en a pas un Christ que le bas de pantalon refait. C'est du monde qui ont des trucs à l'Assemblée nationale. Là. Et c'est qu'on parle quand même d'un avocat qui, depuis 25 ans, avec un MBA d'Oxford, qui a un actif net inférieur à 400 000 $. Là. Il devrait faire ça par année, là, normalement, là, à l'heure où on se parle. Donc, je veux dire, across the board, selon toutes les métriques, on a affaire à des gens qui sont très peu impressionnants et qui veulent nous embarquer dans probablement la plus grosse chose qu'on verrait de notre vie d'un point de vue socio-politique, économique, dans la juridiction dans laquelle on vit. Là. C'est pas rien, là, ça, là. Ouais, puis rajoute que là, on voit un sondage. Je comprends que c'est peut-être passager, là, où il y aura une correction plus tard, peut-être. Là. Mais mettons que c'est le cas. Là. Mettons qu'il y a une élection demain matin, puis ces gens-là se ramassent avec 75-80 députés. On le sait qu'ils vont le faire. Puis moi, je ne trosse pas les Québécois sur un prochain référendum. Les dernières années m'ont montré que les Québécois sont durs à suivre, sont très émotifs. On le voit encore avec leur point de vue sur Pierre Poilievre, puis leur amour du Bloc québécois, puis qui ils choisissent. C'est la même chose également sur un paquet d'affaires quand on les questionne. Les Québécois, en tout cas, il y a une partie des Québécois qui sont... la télévision est trop ouverte longtemps, là. C'est très inquiétant. Oui. Donc moi, ça me fait peur un peu, l'histoire je suis pas un peu heureux de nature, là, mais c'est parce que là... Nouveau pays, là, moi, ça veut dire qu'à 58, 59 ans, je prends mon U-Haul puis je me change de province. À 35 ans, ça me dérangeait pas trop. Là. 58, 59. C'est plus drôle. Ouais. N'importe qui a le moindrement d'assets, je pense, qui est menacé par ça. À peu près l'entièreté des compagnies étrangères. Bref, il y aurait... Tu sais, rappelle-toi de Pauline Marois, les 5 ans d'agitation après, je pense que c'est assez enthousiaste comme claim. Mais il y a quelque chose d'important dans son petit vidéo, là, il fait l'inventaire des partis. Puis d'ailleurs, c'est drôle qu'il considère la CAQ à droite. Là. D'ailleurs, c'est dans ma réplique à Poor Paul. C'est l'idée que la CAQ, c'est pas à droite. Là. C'est un parti qui n'a aucune rigueur budgétaire et fiscale. C'est un parti qui a un mépris profond pour la propriété privée. On l'a vu dans les dernières années. Et ils ont fait la plus grande... je veux dire, c'est des gens qui ont violé systématiquement les droits et libertés fondamentales de millions de Québécois. Et en passant, le PQ a endossé, a cautionné ça. Là. N'oubliez jamais, parce que là, il essaie de dire qu'il était un petit peu critique pendant la pandémie. C'est pas vrai. Non, ils ont voté, ils ont soutenu la CAQ de A à Z. N'oubliez jamais ça. On a gardé les fucking reçus, puis on n'a pas fini de les sortir. Exact. Une affaire intéressante qu'il dit dans son intervention, c'est que là, il fait l'inventaire des partis puis leur position sur la souveraineté. Et il ne mentionne même pas le Parti libéral du Québec. Il ne mentionne pas le PLQ. Le seul qui mentionne, c'est les conservateurs. Donc, je pense que ça confirme la stratégie que je parle depuis des années maintenant. Le PCQ doit remplacer le PLQ sur l'échiquier économique politique québécois, c'est-à-dire qu'il doit faire un pont avec les communautés anglophones. Le leader du non, ça doit devenir, en ce moment, c'est Éric Duhaime, et ça doit devenir le discours économique qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de se distraire avec cette folie-là qui est un projet débile poussé par le PQ, un parti qui est proche idéologiquement de Québec solidaire. Le PQ, c'est Québec solidaire avec moins d'immigrants. C'est rien d'autre que ça. Oui, c'est carrément la même affaire. La seule différence est carrément là. Hey, je veux t'entendre sur l'autre dossier qu'on avait déjà jasé et qu'on voyait venir. Là, je veux dire, tu me demandes, dans ma vie, j'ai un peu d'argent de côté, puis regarde, j'aurais besoin d'un petit 100 000 $ pour investir dans une compagnie qui va faire une motoneige à batterie. La motoneige va aller dans le bois. Donc, on va s'en aller vers un genre de... On va s'en aller à Grenouille dans le bois, prendre une bière avec un skidoo à batterie. J'aurais dit, tu n'auras pas 100 000, tu n'auras pas une pièce non plus. C'est sûr que ton affaire ne marchera pas, mais les gouvernements ont investi beaucoup d'argent. C'est dur de trouver le montant qu'on a investi, là, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors que tout le monde savait que cette histoire-là allait aller nulle part.
Encore une fois, c'est très symptomatique du dôme. Là. C'est partir sur une trend. Eux, ils ont profité, Jeff, d'un vent très favorable. Rappelle-toi, 2020, il y a eu toute la folie des SPAC de EV. Donc, ils ont profité de ça pour rentrer en bourse. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est encore listé au TSX. Ça aurait dû être décoté au TSX Venture depuis longtemps parce que ça a baissé en capitalisation énormément. C'est drôle, les minières, tous les autres secteurs, ils n'hésitent pas de nous décoter, mais des EV sont plus tolérants hein, quand ça va contre le narratif. Là, c'est drôle, c'est difficile de parler contre ces compagnies-là. Bref, écoute, Taiga, moi, ça fait depuis le jour 1, je dis que ça ne marchera pas. Là. Il y a peut-être un petit marché pour les motos marines, là, pour genre les yachts, ces affaires-là, là, fine. Mais ça n'a jamais que le market cap puis les prévisions que ces compagnies-là amenaient ont fait du sens. D'ailleurs, regarde, dans les résultats financiers, je te fais un petit résumé, là, la perte nette pour 2023, elle est passée de 59 millions en 2022, tout en dollars canadiens, à 73 millions pour 2023. Une autre affaire incroyable, c'est que l'inventaire a passé de 20 à 33 millions. Ça veut dire qu'ils ne vendent pas leur stock puis ils ont des pièces accumulées. C'est quand même jamais un bon signal. Puis le cash, il y avait 22, presque 23 millions au 31 décembre 2022. Et au 31 décembre 2023, il y avait 5,3 millions. Mais ça, c'est un peu le hack parce que ça, c'est l'argent qu'ils venaient d'avoir, là, l'espèce de bail-out du fédéral. Mais là, en fait, à la fin du premier trimestre, à peu près, il ne doit plus rester grand-chose dans les coffres. D'où la mise à pied là, de 70 personnes. Et le stock perd aujourd'hui près de 60%. Là. Donc, ça m'amène cette citation-là, Jeff, un grand fan de littérature que je te connais. Ernest Hemingway, cet grand écrivain et ce grand voyageur, disait dans The Sun Also Rises, il disait, un des personnages dit « Ouais, mais comment t'as fait faillite? » Ben, il dit de deux façons. Il dit graduellement puis soudainement. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Taiga. Puis c'est exactement ce qui s'en vient avec Lyon. Graduellement et soudainement. Tiens-toi, boum. En plein ça. Exactement. Est-ce que tu es capable de calculer à peu près le montant? Là, parce qu'il y a des montants qui n'ont pas été versés parce qu'il y avait comme un projet d'usine qui n'a pas été fait à Shawinigan. On a dodge a bullet en tabarouette avec cette usine-là à Shawinigan de 40 millions. Ça n'a pas été versé. Mais je pense qu'au bas mot, ça doit être pas loin de 25-30 millions directs. Là, je pense en fonds publics. C'est difficile à calculer le reste, il y a des crédits, tout ça, là, mais c'est quand même, c'est beaucoup d'argent, gars. Je sais qu'on parle beaucoup de trillions et de milliards, là, mais donner un exemple, le budget d'exploration d'une des plus grosses compagnies en opération au Québec, Agnico Eagle, je pense que c'est 13-14 millions par année là, au Québec. Là. C'est quand même une compagnie qui produit des millions d'onces d'or là, par année là, dans le monde. Là. Donc, donner une idée, là, c'est quand même, et ça, je veux dire, c'est une utilisation productive de capital. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup d'argent là, quand on parle d'une perte de 72 millions par année. Là. C'est énormément de capital. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette semaine, là, ce qu'on apprend? Là? On a vu les résultats de Tesla. Okay? Tesla a eu des résultats, là, c'est pas une petite baisse, quasiment 9 % de baisse de vente. On voit que toutes les compagnies sont en train de reculer. On voit ça. On voit que Lyon est en train de suivre le même chemin que Taiga, probablement. Puis là, on s'en va vers un projet où ce que le fédéral et le provincial mais tout son cash, puis le Fitzgibbon dit « J'en ai encore d'autres dans ma poche, j'ai encore des milliards pour des projets de batterie. » Ça dit quoi sur ce marché-là? Là? On est-tu en train de replier vraiment plus qu'on pense? Ouais, moi je pense que Tesla, je pense que ce qu'on voit dans Tesla, je pense que c'est un bon indicateur de ça. Là. C'est que je pense qu'on a plafonné. Je pense qu'on a vécu peut-être le plafond du EV. Et ce que le marché est en train de pricer, là, Jeff, c'est que la transition qu'on nous a vendue n'arrivera pas. Là. Tu regardes, je pense qu'il y a 50% des acheteurs de EV qui ne veulent plus d'EV, du moins au moins des hybrides. C'est jamais arrivé dans aucune technologie de transition. Exemple, les smartphones. Il n'y a personne qui est revenu au flip phone après. Donc, c'est caractéristique d'une bulle. Je pense il y a probablement des manufacturiers qui vont disparaître. Là, tu regardes, tu sais, Fisker, toutes ces cochonneries-là, Rivian. Je pense que toutes ces cochonneries-là, c'est pas soutenable. Il va probablement rester Tesla comme marque niche, parce que ça l'est niche, là. Je veux dire, ils font quand même des centaines de milliers de voitures, mais c'est rien comparé à les Toyota, Volkswagen et compagnie. D'ailleurs, c'est un questionnement intéressant, je t'entendais hier avec Jerry là-dessus. Tu sais, si Tesla, ça a toujours été un peu un status symbole, surtout la X puis la S, mais la 3, moi, je veux dire, c'est pas un véhicule qui m'impressionne, là. Puis je pense que ça l'a affecté un petit peu l'image de marque. Exact. L'image de marque de véhicule, là, tu sais, c'est pas comme quand tu vois un Range Rover ou une Aston Martin. Là, je veux dire, à peu près tout le monde et son cousin ont une Tesla maintenant. Donc, l'idée que tu deviennes un fabricant généraliste, mais que la voiture électrique ne sera pas aussi répandue qu'on le dit,
Ça, je veux dire, c'est quand même un vent de face de Tesla. Moi, je pense qu'on va voir le Tesla actuellement trade à quoi à peu près, Jerry, 45-50 fois les bénéfices. Je pense qu'on va voir un long déclin vers la moyenne de l'industrie qui est autour de 10-12, même moins pour c'est plus normal. GM. Donc, on nous a toujours dit, ouais, mais c'est une compagnie de technologie. Non, à la base, c'est une compagnie de chars. Arrêtez de nous gosser avec ça. Ben oui, c'est ça, ils font des chars. Le marché dit quoi? Parce que là, on commence à entendre des petites rumeurs, comme de quoi qu'il est possible qu'en 2024, on n'ait pas de baisse de taux. Des choses qu'on n'entendait pas il y a un mois et demi, sauf si les gens écoutaient Radio Pirate. Mais là, on commence à avoir vent que, ouais, on n'est pas sûr qu'en 2024, il va y avoir des baisses. Écoute, moi, Jeff, je vis une très belle ride. Là. Ça fait 2 semaines que je suis dans les resorts de ski, puis je fais pas de ski. Là. Dans les spas, on est dans le champagne. Mais mon short de bonds est payant. Mon short des techs commence à être payant. Le pétrole, j'avais des long trades dans les producteurs canadiens. Là, je veux dire, ça commence à bouger également. C'est une belle période. What a time to be alive. Mais on voit que le marché commence à pricer le fait qu'il n'y aura pas autant de baisses. D'ailleurs, le marché actuellement price moins de 3 baisses. Je parle juste des États-Unis. Là, le Canada, c'est pas important. Là. Le Canada, c'est un sideshow au niveau monétaire. Donc, le marché price moins de 3 baisses. La Fed annonce au moins 3. Donc, ça, je pense que le marché commence à se rattraper. Rappelez-vous qu'au début, d'ailleurs, c'est arrivé ça en un trimestre. Là. Il y avait 7 baisses de price au début de l'année. Je rappelle que les économistes de Desjardins parlaient de baisse de taux dès l'été 2023. Là. Donc, on est 1 an en retard. Il n'y a aucune baisse encore. Est-ce que, moi, je pense que le scénario qu'il n'y a pas de baisse pour 2024 est possible. Je pense qu'il est underpriced dans le marché à l'heure actuelle. Et ça peut peut-être arriver, on peut peut-être avoir une première baisse si c'est le cas, genre fin du premier trimestre 2025. Là. Donc, c'est beaucoup plus loin que c'était envisagé. Oui. Hey, dernier point avant que tu quittes, Joe. J'en ai graffiné un peu le sujet en ouverture. Fitzgibbon s'en va où avec son histoire d'Hydro-Québec? Là? Parce qu'il est en train d'essayer de nous mettre le bonnet down. C'est-à-dire que Éric Martel, il y a quelques années, nous disait qu'il n'est pas capable de vendre les surplus qu'on a. Donc, on a trop d'eau dans les réservoirs, on a de l'électricité qu'on ne vend pas. On a 1 milliard et demi de ventes pas faites. Donc, on a de l'électricité. Bon, on était fiers de ça. On a du courant. En l'espace de 2 ans, on n'a plus de courant, OK? Donc, mauvaise planification, mauvaise analyse, probablement des problèmes aussi de perte parce qu'ils ont une productivité qui est beaucoup moins grande avec des équipements qui commencent à être désuets dans les barrages. Mais une chose est sûre, ils veulent nous passer la dame de pique. Là. Ils veulent que ce soit nous autres qui est responsables. Ils nous accusent, comme ils ont fait des fois avec l'eau, quand l'eau pissait partout dans les tuyaux, qui nous disaient que c'était nous qui consommaient trop d'eau potable, alors que c'était eux qui en perdaient 50% des tuyaux. Ils font la même chose avec le courant. Là. Ils essayent de prendre quelques personnes ici et là qui ont des vieilles maisons avec des vieilles fenêtres, puis qui perdent du courant, puis qui n'ont pas le moyen de remplacer leurs fenêtres. Mais en général, on sait bien que c'est pas ça. C'est quoi la stratégie, encore une fois, d'essayer d'annoncer aux Québécois qu'ils vont en avoir de moins en moins puis qu'ils vont devoir vivre de même? C'est toujours cette affaire moralisateur-là d'Hydro-Québec où ça va... Moi, je me rappelle une affaire qui a marqué mon enfance. Là. À un moment donné, Hydro-Québec s'est mis à distribuer des pommes de douche. Puis je me rappelle qu'on avait une fucking douche, mon gars. Il y avait un jet incroyable. Puis là, après ça, on a une espèce de pissoire qui nous garochait un petit peu d'eau. Je sais pas trop pourquoi mon père avait mis ça, là, mais c'était comme, je pense, c'était le spin d'Hydro-Québec de l'époque. Puis là, c'est un peu la même affaire dans le sens où, je veux dire, c'est toujours le même discours où l'espèce de rationalisation puis de néo-puritanisme, là, de vous contenter de peu et d'économiser votre énergie et de partir le lave-vaisselle d'ennui. Alors que, comme tu l'as dit précédemment, on est dans une terre où, normalement, on devrait avoir une abondance d'énergie. Une autre affaire, je me rappelle, dans les années fin 2008, début 2000, je me rappelle, il y avait une espèce de conférence d'Hydro-Québec sur, je pense que c'était la Romaine, puis la construction de la Romaine, puis la gestionnaire de projet disait « Ouais, ben ça va être notre dernier barrage, là, chez Hydro. » J'étais comme « Ben, quoi? C'est quoi ça, notre dernier barrage? On arrête d'en faire, là? » Qui a décidé ça? Oui, c'est ça. C'est quoi ça, là? Ben, ça, c'est une mentalité qui date de longtemps chez Hydro. Une espèce d'apitoiement, là, sur soi, d'espèce de se contenter de peu alors qu'on pourrait encore développer de nombreux projets. On devrait sideliner toutes les folies d'éolien et de solaire qui ne fait aucun sens au Québec en termes de dollars investis par rapport au nombre de mégawatts, kilowatts que ça retourne. C'est complètement débile. Je pense qu'on n'aurait jamais dû phaser out Gentilly. D'ailleurs, on voit actuellement le retour de l'uranium, le retour du nucléaire, qui est probablement la seule réelle énergie propre là, qu'on a.
Ça fait son retour partout dans le monde. Le prix de l'uranium monte. D'ailleurs, au Québec, on a un moratoire sur l'exploration de l'uranium, ce qui est quand même pas rien. Là. Ça a été, Jeff, ça a été amené par genre, parce qu'il y a eu genre une couple de manifestations au nord de cette île. Là. Voilà. Imagine. Ça prend pas grand-chose. Hein? Place de fou. Je me rappelle de ça, les manifs, là, pour dire que les gens étaient irradiés quasiment là, à côté de la mine. Non, mais c'est ça, mais l'uranium, le gars, c'est pas comme avoir un réacteur nucléaire à côté de chez vous. Là, je veux dire, oui. ça n'a aucun sens. Ils ont réussi. Ici, on réussit avec des liners, on réussit à faire... Regarde, c'est comme l'histoire, là. Là, il y a du monde qui essaie de me faire croire que les gens au Québec vont vivre à 19 degrés dans les maisons l'hiver, puis que des sondages nous montrent que les gens sont prêts à le faire pour faire leur effort. On est complètement malade. Il n'y a pas un chat qui va faire ça. À Hydro-Québec, le Bourgneuf, quand les gars se mêlent avec les patentes, à Hydro-Québec, le gros bureau, là, quand c'est en bas de 22, les madames arrivent à la course, puis ça se met à chialer. On gèle. Il fait 21,5. Donc, ça n'arrivera pas. Là. Avec les bureaux de fonctionnaires, que tous les lumières sont allumées. Et d'ailleurs, ici, là, je ne sais pas comment ça... Ils viennent d'installer des lampadaires dans les différentes rues du Vieux-Montréal. Et je ne comprends pas comment ils vont arranger ça, Jeff, parce qu'ils ont mis un setup avec genre une plate, avec des blocs de ciment. Donc, c'est comme une espèce d'installation temporaire. Et les fils sont comme par l'extérieur. Donc, les fils pendent d'un lampadaire à l'autre. Et les lampadaires, les gros lampadaires de rue, là, sont allumé 24 heures sur 24. Donc, on dirait que l'administration je ne sais pas si de l'arrondissement a comme répondu à des demandes répétées d'installer des lampadaires, mais ils ont comme fait une installation temporaire, mais qui est comme permanente, Jeff. Et ça, c'est ce monde-là qui nous demande de couper, de fermer des lumières. J'ai un lampadaire, moi, à la hauteur de ma fenêtre, qui est allumé genre 24 heures sur 24. Là. Quelle place de malade. Joël, man, thank you, man. Thank you. Bonne semaine à toi. Il est sur Twitter, sur X. Oh yeah. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Through the center zone for Montreal. And the pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Hey, je veux saluer Les qui n'est pas là. Les était au match hier entre le Canadien et les Panthers, que le Canadien a gagné. Bon match hier du Canadien. Il était avec Simon Keane pour aller manger avant puis aller voir la game. Donc, les boys ont certainement passé une bonne soirée. Donc, on a avec nous autres le Dodu, qui est celui qui fait les Dodu News, mais qui est notre gars de sport également, avec la placoteuse par excellence de danslescoulisses.com, Max Truman. Le Mexicain. Même pas le placoteur, la placoteuse. La placoteuse. Conjugué au féminin, hein, c'est ça? Parce qu'une fille, ça placote plus qu'un gars. C'est pour ça que je les ai au féminin. Ouais. Puis toi, tu placotes en masse. Ouais, mais c'est pas un défaut dans ce que tu fais. Là. C'est pas un défaut. C'est ça que j'allais dire. C'est pas comme si vous aimiez pas ça, la placoteuse. Mais non, c'est loin d'être un défaut. Là. Ben non, il n'y a pas de mémère autre que toi ici dans ce meeting-là, d'abord. Ben non, c'est juste moi, tu sais. Ouais, j'avoue. J'avoue que... Ouais, il y a un bon top 5. C'est tout le temps, ça s'appelle le vestiaire, mais on ne sait pas le vestiaire de quoi. Hein. C'est tout le temps un peu des boîtes à surprise à chaque semaine. Exact. Max, es-tu le bon d'aller au Mexique? Ah, tu vois, j'ai pas vu ça dans la liste de sujets. On commence par quoi? D'après moi, bon, on va en parler ici. Il n'y a pas personne qui écoute. C'est sûrement pas un des meilleurs podcasts sur YouTube et sur Apple Podcasts, sur Spotify. Mais on était à deux doigts d'aller parler avec la vapoteuse au Mexique. Puis on allait parler de Logan Mailloux, mais il y a eu un back de son côté. On ne sait pas trop pourquoi. On va attendre. Fait que quand ça va se produire, on va y aller. Mais il semble y avoir quelque chose
entre Logan et Vanessa Cossi. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Je ne connais pas tous les détails. Je sais que Logan et son entourage n'ont pas aimé nos sorties au podcast parce qu'on me l'a fait savoir officiellement. Fait qu'il se passe bien des affaires. Fait que je placote je parle en langage codé, là. Je pense que vous avez décodé ce que vous aviez à décoder. Mais non, mon voyage au Mexique va devoir attendre quelque peu avant d'aller voir Vanessa. Passer à 2 doigts. Peut-être la solution, c'est juste un doigt à ce moment-là. Malaise. Non, mais je dis juste ça de même. Là. Moi, ça a coupé. Hein? Je ne sais pas le signal. Il va bon. Je sais pas qu'est-ce que des fois, ça coupe. C'est les L'Internet Internet. à pédale, ici. C'est ça. Les Internet. Quand j'arrête de pédaler, ça coupe un peu. Là. J'ai la misère à croire que les gars qui vont faire à peu près je sais pas combien de millions, tu sais, j'ai rien contre elle. Elle a fait son show, elle a fait sa patente, là, mais, tu sais, je veux dire, les gars, ils veulent trouver habituellement des filles un peu plus low profile. Mon feeling, non? Je sais pas. Dans les joueurs de football, ça arrive, là. On voit ça qu'il y a des joueurs de la NFL qui ont du monde assez crinqué. Il y en a qui vont dire Carey Price, sa blonde est assez crinqué sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, elle n'est pas allée sur OnlyFans parce qu'elle n'est pas rentrée de quoi dans tu sais, elle est plus classe. Pas d'OnlyFans, non. Déjà là, en partant, ça c'est... Non, mais les gars, tu sais, je pense qu'on peut pas dire comme les animateurs radio, ils aiment mieux telle affaire, ou les gars dans NHL ou du rock. Tu sais, je pense que chaque personne a ses préférences, puis il y a des gars plus jeunes qui sont pas encore allumés comme des vétérans, puis justement, ils sont peut-être trop allumés, là. Mais tu sais, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Ceci étant dit, là, je dis pas qu'il y a des jeunes relations. Tu sais, écoute, comment ne pas me mettre dans la marde, mais je me mets dans la marde. Il y a des questions à répondre par rapport à ça. Je pensais avoir les réponses dans les prochains jours. Je les aurai pas tout de suite, je les aurai à un moment donné. Mais tu sais, c'est clair que moi, à 42 ans, 43 ans, c'est pas une fille OnlyFans qui m'intéresse. Mais quand t'en avais 20, 21, 22, que tu te fais de l'argent pour la première fois, que t'es mais quand t'as un entourage, il faut que tu dis, là, t'as peu, là. Perds-toi pas. Là. Surtout que lui, il y a une prise contre lui. Il faut faire attention. C'est ça, il y a une prise. Ouais, c'est ça. Ouais. Deux prises. En tout cas, peu importe ce qui se passe derrière les portes fermées, Mac, je vais te dire la chose suivante. Ouais. Qui continue à faire ce qu'il a fait cette année, peu importe c'est quoi, parce que sur la patinoire, du moins, ça va très bien. Ah, les games, je suis allé voir à Laval, il était dans les 2-3 meilleurs joueurs des deux équipes. Là. Non, il va super bien. Moi, j'ai juste hâte de voir. On l'amène ça à Montréal avant la fin de la saison. Tu sais, dans une stretch, il y a, mettons, pas de match la semaine pour le Rocket. On lui donne une game avec le Canadien au Centre Bell. Tu sais, ça, t'as raison. Ça, c'est intéressant. J'aimerais ça le voir suivre. Tu sais, Ryan Backer là-bas, Hudson va arriver. Tu sais, il y a vraiment assez le fun, la brigade défensive du Canadien. C'est un beau nanan, Max, là, mais je suis obligé de te dire, en plein milieu d'une course en série à Laval avec une gang de gars qui, d'après moi, je veux dire, ils ont passé toute l'année ensemble. Là. Moi, je le laisserais là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un beau nanan, il va aller jouer au Centre Bell, telle affaire. Ouais, mais non, laisse-les là, puis il arrivera au camp l'année prochaine. Puis même chose pour Hudson, by the way. Là, on le sait, là, on en avait parlé la semaine passée. Mais s'il vient à Montréal, ça va être pour jouer maximum 2 matchs. Ouais. Puis peut-être 1 ou 0, dépendamment s'il serait en finale du Frozen Four, parce que le Frozen Four commence le 14, si je ne me trompe pas, ou le 11. En tout cas, il resterait 2 games. D'habitude, je pense que la demi, c'est le jeudi. Puis, écoute, il y a 48 heures entre 2 matchs. Bref, il y a un match de plus s'ils sont éliminés en demi. Mais écoute, là, on n'a pas de l'air à notre affaire. Là. Okay. Non, mais je l'ai checké. Je vais aller le checker direct là s'il y a besoin. Mais le point, c'est que le maximum de matchs qu'il peut jouer à Montréal, c'est 2 games. 2 ou 3 s'ils sont éliminés rapidement. Pourquoi tu amènes un gars à Montréal pour jouer 2-3 games? C'est différent. Dodu, attends une minute. Maillot est déjà sous contrat. Il brûle déjà sa première année de contrat. Il est déjà dans l'organisation. Il est pro. Ça, c'est une affaire. Hudson, il n'est pas sous contrat. Puis pour les attirer, pour pas qu'ils restent là puis qu'ils se rapprochent de l'autonomie complète parce qu'ils peuvent devenir autonomes complètement après 4 ans à l'université. Il y en a déjà 2, Hudson. Tu lui donnes un anan. Lui, tu lui donnes pour qu'il accepte de signer ton bout de contrat. Puis en venant parce que lui, il n'a pas de contrat, lui. Il n'a pas de contrat. Il n'a pas le droit parce que tant qu'il est universitaire, il n'y a pas de contrat. Exact. Mais ça achève, ça, là. Mais ça achève, ça. Écoute, la rumeur veut que les gars qui ont joué junior ici vont pouvoir aller jouer à l'université, mais on n'est pas encore rendu à briser la règle au hockey, du moins, comme quoi les universitaires ne peuvent pas avoir de contrat. Est-ce que ça va venir à un moment donné? Sûrement, parce qu'à un moment donné, ça a comme... ça perd du sens. Mais Hudson, l'affaire, c'est que s'il vient à la fin de la saison ici, il est juste sous contrat pour 2 autres saisons, puis après ça, il est déjà joueur autonome avec restriction. Fait que lui, c'est différent. Pour le convaincre de venir, Mailloux, Dodu a raison, ça donne rien. Mais des fois, tu vas être gentil avec ton... Mais à la limite, Max, là, si tu veux l'amener à Montréal à la fin de l'année, OK, parfait, mais envoie-le à Laval pour qu'il joue des séries. Moi, personnellement,
c'est ce que je ferais. Puis, by the way, la semi-finale est le 11. Ouais. Donc, le Canadien joue la même journée. Donc, évidemment, il ne jouera pas là. Fait que peu importe gang ou père, Max, Canadien, il leur reste 2 parties après ça, le 13 et le 15. Donc, le plus de games qu'il peut jouer, c'est 2. Et s'il serait en finale, la finale est le 13. Donc, il va. Donc, il peut jouer juste le 15. Donc, il peut jouer juste le 15. Qui non, mais tu oublies un match. Il y a un match le 16, non? Il n'y a pas un match contre les Red Wings le 16 avril aussi? Ah oui, dans l'avant du Canadien. Oui, exact. Tu as raison, j'avais une autre page qui me manquait. C'est bien mal fait, là, c'est de la NHL. Ouais. Girard va leur parler de ça aujourd'hui. Ouais. Il va leur démontrer, il va leur expliquer que Montréal, c'est la capitale du AI, donc on peut les aider. Oui, c'est vrai. C'est la capitale mondiale du AI. Ouais, exact. Hey, dans le patinage, as-tu vu qu'il y avait des genres de retour sur des histoires de Carey Price? Ouais, Angela, c'est toi qui avais mis ça dans tes news, Dodu? Je l'avais mis moi aussi, parce que j'ai lu le texte sur DLC. Non, mais j'avais vu qu'il y avait un texte que vous avez écrit. Je pense pas que c'était toi qui l'avais écrit. Je pense que c'était un gars de ton équipe. Là, mais en gros, il y avait d'abord qu'il avait officiellement vendu sa maison. Ouais. Et que là, Angela, dans un post, parce que tout se passe sur Instagram, on le sait, là, que Angela voudrait adopter. Là, j'ai dit, hein? Ils n'ont pas. Eux autres, ils n'ont combien? 3. Oui. Eux autres, ils n'ont 3. Oui. À 2? Ouais. Okay. Ils ont 3 enfants. Ah, mais ils ont juste ça à faire, élever des enfants, là. C'est ça. Ouais, mais là. Ils sont dans la fleur de l'âge, là. Ouais, je comprends bien, là, mais Carey, il va aller à la chasse. Là. Tu peux pas. Oui, mais à la chasse, lui, il peut y aller à longueur d'année, je comprends, avec son statut, là, mais quand même. Ce qui est, tu sais, de où c'est né, là, c'est qu'Angela Price a fait des Q&A, questions-réponses sur Instagram. Puis pour vrai, elle reçoit beaucoup de questions privées, puis elle y répond. Tu sais, elle, le voile de la vie privée, elle, quand c'est elle qui décide où on va, elle va loin. Là, pour vrai. C'est spécial que ces deux-là soient ensemble. C'est tellement différent. Carey Price n'aime pas prendre des photos avec du monde. Il est super gêné. Il n'est jamais sur les réseaux sociaux. Il est un peu comme bébite dans sa bulle. Puis elle, au contraire, elle est 100% ouverte là-dessus. Mais tu sais, les contraires s'attirent. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a demandé si elle voulait d'autres enfants. Puis elle a dit non, j'en veux pas d'autres par voie naturelle. J'ai eu peur parce que j'étais en retard de 5 jours dans mes dernières règles. Mais je suis pas enceinte. Sauf que je suis ouvert peut-être à adopter. Ça m'a donné le goût peut-être d'adopter. Mais là, avant que quelqu'un fasse des liens qui n'existent pas, elle a dit adopter un bébé. Donc, elle adopterait un enfant qui vient de naître il n'y a pas longtemps. OK, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Carey, ses réseaux sociaux, et quand il poste pour mettre qu'il déblaye son genre avec une souffleuse de Walt. Là. C'est elle qui le met, là. C'est elle qui gère son compte, là. Ouais, probablement. Lui, il a donné la gestion. Lui, c'est sûr qu'il ne demande pas à personne. Hey, filme-moi en train d'enlever la neige avec le blower. Puis en plus, c'est pas bonne marque, je pense. Non, c'est ça que je dis. Il est-tu le devoir? Il est sur la marque jaune. C'est ça, exact. C'est quoi la bonne marque? Là? Moi, je ne suis pas très manuel. C'est le rouge. Le rouge, c'est quoi? Milwaukee? Oui. Yes. Ouais, parce que rouge, ça peut être... faut dire la marque, parce que rouge, il y en a qui vont penser que Craftsman, c'est bon. Oui, exact. Ça prend Milwaukee. Pour le blower Craftsman, j'en ai un en Floride qui traînait. Là, puis quand je compare avec mon Milwaukee, c'est pas pareil pantoute. Là. Ben non, il y en a un que c'est un cancer. L'autre, c'est un cancer. Oublie ça. Mais tout ça pour dire que c'est probablement pas lui qui gère ça. Mais moi, il y a une affaire. Je regarde tous les deux. Là. Je sais que je serais capable d'être chum avec Carey Price anytime, mais pas avec elle. Ben non, je sais pas. Moi, je sais pas. Je la trouve quand même... Trop public. Trop. Ça, c'est too much. Moi, si ma blonde raconte à des étrangers qu'elle est en retard de 5 jours dans ses menstruations, on va dire, chérie, qu'on se parle là. À ce moment, on jase. Attends, Jeff, tu serais pas capable d'être son chum, mais tu serais capable d'être ami avec, de l'avoir dans ton cercle d'amis? Oh, ami, oui. Ami, oui. Divertissante, pour vrai. Si, mettons, je chum avec Carey vient avec sa femme, je suis capable d'endurer. C'est pas sûr que... Je me suis mal exprimé, effectivement. Mais tu sortirais pas avec une fille qui donnerait autant de détails sur ta vie privée? Non. Ouais, pour moi, je sais pas, il y a un bon bout de vie privée qu'il faut qu'il reste dans la maison. Je comprends qu'elle, tu sais, elle n'est pas prof, elle est femme de joueur de hockey qui a élevé des enfants, donc elle essaie de trouver un sens à sa vie. Puis c'est ça qu'elle a trouvé. Elle a trouvé le web, elle a trouvé les médias sociaux, puis ça marchait son affaire. Mais crif que c'était obligé, on dirait,
tu commences à en donner, puis là, tu es pogné dans une histoire, il faut que tu en donnes toujours plus, puis toujours plus, puis toujours plus. Puis elle aime ça aussi, Jeff. Là, l'histoire de elle a des likes, elle a, je veux dire, c'est des deux bords. À un moment donné, ça devient une obsession. Addict un peu. Là. Mais ça, c'est l'équilibre des réseaux sociaux. Je regardais les gars qui s'appellent les Buck Boys. Okay? C'est des gars qui faisaient des coups. C'est des jeunes de Québec. Ils sont quand même pas pires. Là. Ils ont rentré. Un des gars a réussi à aller sur scène au Festival d'été de Québec. Il y en a un autre qui s'est rendu dans un paddock juste à côté dans F1 en faisant semblant qu'il était Charles Leclerc. Okay? C'est des gars qui, sur les réseaux sociaux, créent du fucking bon contenu. Et entre le bon contenu, ben, ils mettent des commandites puis des pubs. L'affaire, c'est que si tu crées plus de bon contenu, puis tu fais juste faire des plugs pour des compagnies X, Y, Z, ton compte devient irrelevant. Puis récemment, les Buck Boys, c'est ça qu'ils ont fait. Ils créent plus de contenu, mais là, ils pluguent des affaires de casino. Ils pluguent une affaire de... Tu sais, juste des promos. Angela Price utilise son compte. Quand tu commences à faire ça, tu tombes d'aplomb. Exact. D'un coup, ça va vite. Là. Fait que, tu sais, Angela Price continue de créer du bon contenu parce que sa vie privée, c'est du bon contenu. Tu sais, c'est quand même la femme de Carey Price. Fait qu'elle crée du bon contenu, elle crée du bon contenu pour arriver après, pour plugger ses vêtements puis d'autres affaires. Fait que, tu sais, elle a compris que faut que je garde mon compte alive, pertinent, pour après pouvoir pousser mes bébelles. C'est de même ça marche sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sa stratégie d'affaires. Ça doit être, je sais pas, ça doit être un genre de... Ben, c'est du monde qui n'a aucun souci financier. C'est un bout qui... mettons que tu dis, OK, quelqu'un, là, il s'est lancé là-dedans, puis c'est un peu sa job. Puis elle a une hypothèque, puis elle a une maison qu'elle vient d'acheter, puis là, vu qu'elle joue la game big, elle est toujours d'avoir une plus grosse maison qu'elle devrait avoir. C'est comme un engrenage qui fait que tu n'es pas capable de t'en sortir. Là, tu dis, prisonnier de son modèle. Mais elle, c'est pas ça pantoute, là. Le matin, ils ont du cash à plus savoir quoi faire, là. Elle s'est levée le matin, Jeff, en disant, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, sans être obligé de dire, bon, ben là, il faut que j'aille faire ça, parce que sinon, il faut que je paye mon hypothèque. C'est ça. Je ne sais pas comment, en tout cas. C'est la beauté de l'humanité, là, c'est que ça, c'est ça, il y a plein de monde qui agissent différemment. Moi, je sais bien que, moi, demain matin, j'ai le cash à Carey Price, mais moi, ici, j'étais à la chasse, puis vous n'entendez pas parler de moi, là. Tu sais, le gars, il a 30 quelques années. Il est encore payé. Il est encore payé pour longtemps. Le gars, il a du cash. Moi, je ferais des affaires. Hey, moi, je dirais ton téléphone, là, tu colles ça au bout de tes bras, là. Voyons. Hey, c'est 8,5 millions cette année. Il reste encore 7,5 puis 7,5. Tu sais? À cacher. Hey, c'est du cash, là. Ça, c'est en salaire ou c'est en... Oui, c'est en salaire réel, oui. Son salaire réel annuel pour ses dernières saisons de contrat. Puis il est cash, là. Il ne perd pas une scène. C'est que le Canadien se fait verser une partie par les assurances, verse l'autre partie, mais lui, c'est le même chèque dans ses poches, là. Ouais, puis c'est en US, là. Oui, c'est en US. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas vraiment d'ennui de Carey? Je comprends qu'il y a eu l'histoire de 3 goalers. Puis là, Jake Allen a comme eu été... Puis là, ben, finalement, il fallait le faire jouer, puis le montrer, puis l'échanger, puis etc. Puis je pense qu'il y a eu une couple de bonnes games quand il était échangé. Je ne sais pas si ça a duré, là, mais... tu sais, Motambo, puis toute cette affaire-là, puis le gars qui est revenu de Laval, le fils de l'autre, là, les gars ont fait la job, là. Tu sais, puis si tu compares ce que ça coûtait avant, ce que je disais, là, c'est vrai, là, dépenser des sommes astronomiques pour des goalers, alors que la différence entre un excellent goaler et un très bon goaler est mince de même, ça fait pas assez de différence. Je comprends que le Canadien n'est pas dans les équipes de tête, donc c'est là que souvent que tu as besoin d'un gros goaler pour faire la différence dans les playoffs. Je comprends ça. Mais tu sais, on manque pas Carey Price. Je sais pas, je rêve-tu? Ben, avec la défensive qu'on est en train de se construire, sincèrement, avec Primo et Montembeault, on est bien correct. Là. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Exact. Le bémol, les gars, le bémol, c'est qu'on veut même pas gagner en ce moment. Tu sais, je veux dire, le Canadien a juste perdu 2-3 matchs sur ses 10 derniers en temps régulier, puis c'est quasiment un problème parce qu'on quitte le bottom 5, fait qu'on ne repêchera pas aussi haut qu'on voudrait, sauf si on est bien chanceux dans la loterie. Mais quand ça va être le temps de gagner, peut-être qu'on va s'ennuyer de Carey Price. Tu sais, en ce moment, Carey Price, Montembeault, Primo, Allen, Amen Strassman, Jakub Dobeš, on s'en fout un peu. Quand il va falloir gagner pour vrai, on va revivre ça un moment donné des séries, là, quand il va falloir gagner des games de série, c'est là qu'on va savoir. Mais il faut qu'on en revive, Jeff. C'est le printemps, ça sent série dehors, puis je suis en tabarnak de ne pas en avoir encore des séries. Je commence à trouver ça long, là, la reconstruction. Ça fait 3 printemps. Une reconstruction, ça se fait pas en claquant des doigts, là. Tu sais, je sais pas, Max, je sais pas si tu étais là quand on avait fait ce vestiaire-là, mais tu sais, je dis... Il est jamais là.
Non, c'est vrai qu'il n'est pas trop important. Non, mais regarde le line-up, là, puis dis-moi combien de joueurs dans le line-up que c'est du monde que le show veut dans son line-up. Tu sais, t'as déjà des gars... C'est pas correct. Non, mais Max, c'est vrai. Non, mais je sais qu'il est chaud. Il est chaud. Je sais. Avec surplus de testostérone. Il n'y a rien de problème avec ça, là. Mais regarde les gars qui vont avoir plus de contrat l'année prochaine, puis après ça, dans 2 ans, tu vas en parler, je sais que c'est dans tes sujets. Anderson puis Gallagher, là, il est pogné que ça, là, lui-là. Là, c'est pas son club qui met sa patinoire. Là, fait que ça prend du temps, une reconstruction. Puis moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en date d'aujourd'hui, avec, je pense, si je ne me trompe pas, 8 matchs à disputer, on a déjà 2 points de plus qu'on avait l'année passée. On a encore des chances d'avoir un bon choix de repêchage. Puis, on a la progression qu'on a parlé tout au long de l'année de Slavkovski, de Suzuki, de Caulfield, des défenseurs. Je veux dire, à un moment donné, ça n'arrivera pas. On peut échanger tous les jeunes et aller chercher des vétérans pour essayer de faire les playoffs. Si vous voulez, Jerry, je suis sûr qu'il est d'accord avec ça. On va aller chercher des gars de 32 ans en fin de carrière, puis on va essayer de faire les playoffs. T'es jeune, tu touches pas à ça. Tu sais, ça prend du temps, là. Puis Max, on est avant-dernier. On est avant-dernier dans l'Est. Je le sais là, qu'il y a quelques gars qui se développent bien, là, mais à un moment, dans combien de temps on va avoir un printemps de série? Pour vrai, vas-tu me rester des cheveux sur la tête? Pour de vrai, l'année prochaine, Max, si tout le monde est en santé, on va être pas loin d'avoir quelque chose de vraiment le fun à la fin de l'année. Là. OK, mettons qu'on fait les séries 1 contre 8, là, grosso modo. Là. Pas l'année prochaine. OK, mais mettons 2 ans. L'année prochaine, ça va être ça, Jeff. T'es à l'aise avec Montembeault ou Primo d'un but autant que tu serais à l'aise avec Carey Price? Oui, parce que notre défensive, ça va être Reinbacker, Mailloux, Goulet, Struble, Jacky, Hudson. Tu commences à avoir un top 6 qui a de l'allure à défense. Défensive, on va une méchante défensive. Après ça, le goaler, les Vegas ont gagné avec Aiden Hill. Là. Exact. Quand tu bâtis une équipe, tu as besoin d'un bon gardien. Je te dis pas que tu n'as pas besoin d'un bon gardien, mais je pense que les deux qu'on a là sont suffisamment bons pour faire la job dans une équipe qui est bien construite. On start des séries contre les Browns avec Primo. Playoff ou série. Autant je vais défendre le Chauve cette année. Si l'année prochaine, ça s'effoire, je vais être très, très critique. Là. Mais on start les séries contre les Browns avec Primo, je ne suis pas super à l'aise. Je l'aime, Caden Primo, là, mais je suis désolé, je ne mets pas mon argent sur le Canadien. Là. Je comprends. Puis ça se peut qu'on se fasse ramasser, mais dans mon livre à moi, ça va faire partie du processus. Le Lightning ne t'aime pas bien avant qu'ils gagnent le premier coupe. Qu'est-ce qui s'est passé l'année d'avant? Ils ont fini premier de la Ligue avec je ne sais pas combien de points. Je pense qu'il y avait eu au-dessus de 60 victoires. Ils ont été éliminés la première série. 0-4. Merci, bonsoir. On s'en va jouer au golf. Ouais. Ça fait partie de la patente. Puis l'année prochaine, c'est les playoffs ou c'est rien. Ça, c'est dans mon livre à moi. Ça fait déjà 3 ans. Oui, il va rester des pommes pourrites. Il va falloir dealer. Là. Mais où est-ce qu'ils vont être rendus dans la progression? C'est les séries ou c'est rien. Jerry, l'étoile du match. Détroit, ça fait combien de temps qu'ils ne font pas les playoffs? Ça fait plusieurs années. Là. Ça fait pas mal 6 ans. Ça fait pas mal 6 ans, Détroit. Là. Donc, eux autres, là, cette année... Oui, mais ils ont eu 20 ans d'en faire. Là. Alors, ces 6 ans-là, ils ont eu un super 20 ans. Là. Non, je comprends. Mais la face, c'est que quand tu reconstruis, je sais que c'est plate. Moi aussi, ça me ment en tabarnage. Mais quand tu reconstruis, il faut dire qu'il faut t'endurer ça, à un moment donné. Ça va faire 8 ans sans série, Jerry. Ton point, il est vraiment bon. Là. Détroit, ça va faire 8 ans. Va-tu falloir qu'on se tape 7-8 ans, pas de playoffs? Non, je pense que Montréal, ça va dans une meilleure direction que où Détroit a parti. Parce que Détroit ont reparti leur progression avec Dylan Larkin, qui avait 19 ans il y a 8 ans. Puis nous autres, nos gars sont, je pense, en avance sur où ce que Détroit a commencé. Détroit, là, les gars, rappelez-vous, quand ça a fini, là, avant que Stevie Y s'amène, il n'y avait plus rien là. Parce que justement, il était sur une run incroyable. Les Zetterberg, les Datsyuk, les Lidstrom, les Cronwall, tous les vieux ont fini en même temps. Puis là, il avait été chercher quelques autres vétérans. Il ne restait plus rien. Je pense que, malgré le fait que c'était vraiment pas mon préféré, Bergevin a laissé quand même plus d'actifs aux Chauves pour qu'ils puissent travailler. Mais non, Max, si l'année prochaine, le Canadien n'est pas dans les séries éliminatoires ou ne se bat pas pour une place en série en ce moment, je vais être très critique du plan.
Mais encore une fois, il va te rester des pommes pourries. Faut que tu joues. Les boys, pour le live, je veux juste conclure. On va continuer sur le Prime après, mais pour le live, je veux vous entendre sur Patrick Roy. OK? Parce que je sais, les 2 dernières games ont été gagnées, mais quand on calcule la moyenne avant Patrick et après Patrick est en dessous de la moyenne de son prédécesseur. Vous allez me dire, il n'y a pas de club, etc. Mais qu'est-ce que ça montre, cette affaire-là? Est-ce que la confiance des amateurs, le buzz au début, est-ce qu'il y a des gens qui s'interrogent? Je comprends que tu coaches l'équipe que tu as, mais ça s'appliquait aussi à celui qui coachait avant, en passant. Là. Qu'est-ce que vous voyez là, de ça, de Pat? Là? Ben, quand tu regardes la fiche de Patrick Roy, même au Colorado, première année qu'il est allé là, je pense qu'il avait gagné le Jack Adams à sa première année, perdu en première ronde. Puis les 2 autres années, il n'a pas fait les séries. T'sais. Là, il arrive avec les Islanders, puis il est sur le bord. Il ne devrait pas les faire, mais il peut revenir. Les probabilités peuvent virer de bord. Là. Moi, ça me montre juste une affaire. C'est 2 affaires. La première, c'est dur de faire les séries dans la LNH. Oui. C'est rendu 8 équipes sur 16. C'est très, très, très dur. Puis ça ramène à un moment donné... Ça, on le dit pas assez souvent en passant, nous. Ben non, c'est une équipe sur 2, puis t'as des méga clubs boostés. C'est dur de faire les séries. Puis l'autre truc, c'est que tu coaches le club que tu as sous la main. T'sais, des gars, avec les Highlanders, on avait fait l'exercice de dû. Là. La 2e paire défensive des Highlanders est pas mal moins bonne qu'une équipe qui va gagner la coupe. Il manque de profondeur à l'attaque. Patrick Roy arrive là, il motive, il fait la job. Mais amener ce groupe-là en série sur une courte période, c'est vraiment difficile. Surtout avec ce que tu veux faire, je pense. Tu sais, Jeff, oui, cette année, ils ont fait le changement pour espérer se rendre où est-ce qu'ils veulent, c'est-à-dire dans les séries, puis éventuellement gagner. Mais je veux dire, Patrick, il n'a pas signé un contrat d'une demi-saison. Il a signé quoi? On sait-tu, lui? Ben, je sais pas si ça avait été publié ou non, mais je sais que c'était pas genre « il vient pour finir l'année, puis on verra l'année prochaine. » C'était « Non, Patrick, c'est mon homme. » C'est ça que la Moriello avait dit. Là. La rumeur parlait de 2 ans plus la fin de saison. La dernière rumeur crédible, c'est 2 autres années. Ouais. Bon, fait que lui, il arrive avec un plan de match. Il sait avec quel line-up qu'il y a là. Moi, pour avoir regardé quelques matchs des Highlanders, parce que je suis un grand fan de Patrick, tu vois quand même que les Highlanders jouent plus structurés, mais je veux dire, ils sont pas... tu l'as dit, Max, ils manquent de talent. Ils manquent de profondeur. Puis oui, ils ont des gars... Ils ont un mix de jeunes puis de plus vieux que les gars ont 5, 6, 7 ans de différence entre eux autres. C'est une équipe qui a été assemblée un peu bizarrement. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer durant l'été pour eux autres. Mais ils ont des bons jeunes qui peuvent développer. Mais là, en ce moment, ils font jouer Carl Palmieri, 33 ans, puis ils font jouer Andersley, le capitaine, qui sont des bons joueurs. Mais je pense qu'ils ont certaines bases pour bâtir. Mais tu arrives là, puis tu te fais un plan, puis tu veux faire les séries cette année. Mais Patrick, je pense qu'il l'a montré ce qu'il a fait avec les Remparts. Jeff, il l'avait même expliqué. Il avait dit, nous autres, on voulait faire back-to-back. Puis la première année, il s'était fait pas voler, là, mais il est arrivé de quoi avec les arbitres, je sais, en finale contre les Cataractes. Puis il est arrivé un paquet d'affaires. Là. Mais finalement, il est allé. Puis il a gagné 2 coupes à sa dernière saison, ce qui était le plan qu'il avait fait. Fait que je pense que ces gars-là arrivent là, puis ils ont un plan en tête pour lui, dans son cas, peut-être 2 ans et demi. Puis moi, j'évalue pas le résultat sur... Parce qu'on veut tellement que ça marche. On veut tellement que ça marche, on va se le dire. Jeff, mais tu regardes ça et tu te dis, ouais, OK, la deuxième moitié de saison est moins bonne que le premier. Ben, tu sais, OK, mais je veux dire, est-ce que c'est plus dur de jouer au hockey en ce moment que c'est dans la première moitié de saison? Tu sais, un gars pourrait faire cet argument-là et dire, les games sont pas mal plus tight à ce temps-ci de l'année, surtout dans des courses aux séries au début de l'année. Moi, je vais évaluer la patente sur... ça va me prendre plus que cet échantillon-là, c'est sûr. Là. Ils font-tu les playoffs? Non. Ça va être difficile, Max, mais je sais que tu disais que tu trouvais le temps de l'année plate à cause de Canadiens, mais sur la course aux séries, dans l'Est comme dans l'Ouest, particulièrement dans l'Est, c'est assez captivant. Là, parce que là, tu as 3 équipes qui ne sont pas dans le portrait présentement, qui ont encore des chances d'y aller. Tu as Pittsburgh, tu as New York Islanders et tu as les Red Wings. Je pense que Washington, ça va être difficile. Puis là, tu as des équipes qui jouent une contre l'autre. Fait que Pittsburgh, entre autres,
dans les prochains matchs, jouent contre Islanders, Red Wings et les Capitals. Wow. Les Flyers ne sont pas en sécurité. Ils sont 3e dans la métropolitaine, mais ils sont vraiment pas en sécurité. Tu sais, je te dis pas que le temps il est plate. Au contraire, tu as raison, le temps il est vraiment le fun. Puis je trouve ça plate de ne pas voir le Canadien être invité au party. Je trouve ça plate de regarder d'autres villes, d'autres groupes de partisans triper bien raide. Puis nous autres, on regarde des games. Je sais pas si tu as vu hier, les gars, les Canadiens, ils marquent, ils célèbrent même plus. Ils savent que c'est fini. Là. Ça lève un peu les bras, ça donne un petit point. Et puis personne qui va faire une célébration à l'emporte-pièce. Là. Non, puis là, ben ça, t'as aussi une coupe de... Tu sais, j'ai vu, il y a eu des échauffourées un peu hier, Josh Anderson. Et ça, sérieux... Hey, question de tu ouvres une bonne porte, puis Jerry et Jeff, embarquez avec moi. Là. D'après vous, là, Gallagher et Anderson tombent libres comme l'air pour une raison qu'on ignore. Ils peuvent racheter leur contrat ou leur contrat finit par hasard le 1er juillet, là, le 30 juin. D'après toi, ces gars-là vont chercher quoi comme contrat? Tu sais, combien ça vaut? Moi, je pense que Gallagher fait genre 1 million comme Drouin à peu près. Je pense qu'Anderson fait peut-être au maximum 2 millions. C'est des gars qu'on paye 5,5 puis 6,5 en moyenne. Ça te prouve comment on a du bois mort. Ah oui, c'est à peu près ça. Moi, je pense que c'est à peu près c'est des gars de 1 million, 1,2 million, 1,3 million. Mais incluant Anderson, là. Gallagher, c'est ligue minimum, puis Anderson, il y a peut-être un comique qui va lui donner 1,5, là, mais ça va être pas mal sûr. Ça va être le top, pas mal. Hey, voilà pour le vestiaire édition du live, parce qu'on a plus de vestiaires dans le Prime. On parle, entre autres, pas l'affaire. Je veux dire, on a encore une demi-heure facile. Si vous voulez avoir plus de vestiaires avec les boys, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Voilà pour l'édition du live d'aujourd'hui. Demain, Jerry, on lance le week-end déjà. Working for the weekend. Lover boy. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Radio Pirate.com. La radio, comme ça devrait être. RadioPirate.com.